J'ai saisi opportunité sur opportunité pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dirige 9 entreprises. Mais j'étais trop content au bout de 45 minutes de faire le premier client. Donc je suis revenu le mardi et à Rio à 9h en me disant que je vais faire 15 clients dans la journée. Je suis resté de 9h à 20h à Rio un mardi. Mois de juillet, j'ai fait 0 clients. J'ai jamais monté d'entreprise qui cartonne du jour au lendemain. C'est pas parce que ça fonctionne pas tout de suite que ça va pas fonctionner après. En fait, c'est souvent le fruit de plein de petits efforts, de plein de petites habitudes qui font et que ça va fonctionner. Et c'est surtout faire face à la difficulté. Il y a une difficulté, c'est de le voir comme un challenge. Et moi, je le vois aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je vois tout de suite la différence entre les gens qui voient la difficulté comme un challenge et les gens qui voient la difficulté comme un frein. Non, la difficulté, c'est pas un frein, c'est un challenge. Il faut le voir comme ça. C'est ça qui est d'ailleurs intellectuellement plus intéressant dans le métier. C'est comment faire pour, tiens, j'arrive pas à me faire comprendre avec ce salarié-là, par exemple. Il ne comprend pas ou il comprend pas l'intérêt que de cette mission-là pour l'entreprise. C'est à moi de trouver un système pour qu'il comprenne. Là, Logan, il était à 170 000 euros de reprise. Et alors, si je peux donner un conseil, c'est lorsque vous voyez un montant comme 170 000 euros, vous dites, c'est pas pour moi, en fait, il peut être pour vous. Et il faut juste négocier et j'ai réussi à l'avoir à 20 000 euros. Ce qui est important, je pense, c'est de réussir à connaître ses motivations profondes. Parce que l'argent ou un travail, c'est pas vraiment une motivation, en fait, c'est pas une valeur en soi. Tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin de travailler. Mais connaître ses motivations profondes, qu'est-ce qu'on souhaite faire vraiment, c'est que si t'es inspiré, si t'as envie de savoir, fais-le. Et puis voilà. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ce podcast Impacting Talk. Comme vous le savez, ici, on est là pour de l'impact. Nous accueillons quotidiennement des personnes aux parcours inspirants qui partagent avec nous leurs réussites, mais aussi leurs échecs. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Thomas Delcroix. Thomas, comment tu vas? Très bien, et toi, Rachid? Ça va, ça va. Eh bien, Thomas, pour que nos auditeurs apprennent à mieux te connaître, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Thomas Delcroix, j'ai 41 ans, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, il n'y a pas de message. Je suis entrepreneur, j'ai donc fait une école d'ingénieur et ensuite j'ai fait un master entrepreneur à l'université de Lille 2 et au cours de ma dernière année, j'ai créé une première structure qui vendait des tables et des lampes à base de fibre optique. Et j'ai fait ça pendant à peu près un an et demi. Ça fonctionnait pas vraiment. On avait quelques clients, mais sans plus. Et donc, je devais travailler à côté en parallèle pour pouvoir payer mes loyers. Et j'étais serveur dans un restaurant. Et là, en étant serveur, j'ai eu l'idée de Tradibalade, les visites de l'île en deux chevaux. Et ensuite, j'ai saisi opportunité sur opportunité pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dirige 9 entreprises. Ok. Il y a Tradibalade, les visites de l'île en deux chevaux. Donc qui existe depuis maintenant 14 ans. 3 personnes au bureau et une petite dizaine d'animateurs guides. Ensuite, je suis gérant de Souvenir Lille. C'est 2 boutiques de souvenirs, une sur la Grand Place et une des 7 à Gaches. Donc le concept, c'est des produits régionaux, donc faits de façon artisanale et également des souvenirs, des produits à l'effigie des villes de Lille comme des manettes, des cartes postales, des mugs, des petites cuillères. J'aime vraiment ta ville. Oui, j'aime beaucoup ma ville. En tout cas, j'en ai fait mon métier et puis j'ai souhaité la partager. C'est une belle ville aux personnes qui la visitent. Donc, 2 boutiques de souvenirs. Et puis après, j'ai lancé le Café Society. C'est un petit bar rue des Trois Couronnes, pardon. Donc là, c'est le bar du Vieux-Lille, un petit bar du Vieux-Lille qui est ouvert tous les jours. Et après, j'ai lancé un restaurant qui s'appelle le Café Peacock Place Rio. Donc là, c'est une assez grosse machine parce qu'il y a une vingtaine de salariés. C'est restaurant-bar. Et ensuite, j'ai lancé Coco Friendly. C'est une boutique de prêt-à-porter donc, qui sélectionne plusieurs marques, donc revendeurs de multimarques, autour de la mode éthique. C'est-à-dire que les produits sont soit avec des tissus soit naturels, soit biologiques, soit recyclés. On travaille le côté durable en fait de ces produits. Donc il y a des vêtements, maroquinerie, chaussures, quelques accessoires aussi de la cosmétique. Et après, j'ai pu saisir l'opportunité de prendre le local en face du Café Peacock, qui était le So Good, et j'ai lancé Paloma, qui est aussi un restaurant-bar. Et en parallèle, parce que ça s'est joué à quelques mois, j'ai lancé le Ministry of Beer. C'est une boutique qui est spécialisée dans la vente de bière à emporter. Parler de bien aimer la ville. Et c'est vrai que c'est essentiel à Lille de bien aimer aussi les bières. Donc là, c'est spécialisé dans la vente de bière à emporter, mais exclusivement de microbrasseries. C'est-à-dire que les bières sont faites de façon artisanale et sont locales. Elles sont autour de soit lilloises, soit autour de Lille. Okay. Donc on travaille avec des petits producteurs locaux. On est en général le meilleur client du producteur parce que
il est seul ou deux ou trois à brasser la bière. Voilà, et concernant Cocophonie, on vient de lancer un second établissement à Paris la semaine dernière. Et pour terminer ma présentation, sinon j'aime beaucoup le sport. J'en fais en plus en parallèle de quasiment quotidiennement en fait du travail. Quel sport? Puis je fais du foot avec des amis et mes deux frères le samedi matin. Et je vais courir tous les dimanches matins à la Citadelle. Et puis après, je fais un peu d'haltère, pompe, enfin des trucs pour s'entretenir. Ah, tu as vraiment un CV énorme, Thomas. Du coup, tout ça, c'est des activités entrepreneuriales. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu y as été prédestiné? Est-ce que tu es issu d'une famille d'entrepreneurs à la base ou cette flamme, elle est née toute seule au fond de toi? Alors, mes parents ne sont pas entrepreneurs. Ma mère travaillait, puisque maintenant elle est à la retraite depuis un an, elle travaillait au CNED. Elle était secrétaire, puis responsable de la communication au CNED. Qui est situé à Lunevdesque, le CNED, je ne sais pas si vous voyez. Elle fait cours par correspondance. Et puis mon père travaillait aux AGF, était assureur aux AGF. Il travaillait, maintenant il est aussi à la retraite. Donc pas d'entrepreneur. En revanche, on m'a dit après, une fois que j'avais entrepris, que j'avais des grands-parents ou arrière-grands-parents qui étaient commerçants. Mes grands-parents mon grand-père, il avait tenu un commerce d'électroménager à Calais. Et puis après, il était aussi prof. Voilà. Après, non, pas d'entrepreneur sinon. En revanche, j'ai assez vite souhaité l'être pour le désir de liberté, de gagner suffisamment pour être confortable, de ne pas se prendre la tête là-dessus. Et puis voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est surtout le côté construire quelque chose qui me plaît. Tu as cette âme de bâtisseur, en quelque sorte. Ce qui me plaît le plus dans le métier, c'est ça. C'est le début. Par exemple, donner un exemple concret, le Café Peacock, c'était un bâtiment qui était vide pendant à peu près un an. Et avant, c'était à Gendas. Et il n'était pas du tout exploité comme on l'exploite aujourd'hui. Donc, on a fait des gros travaux pendant plusieurs mois et on a totalement changé le concept. En fait, je trouve que changer la destination d'un local qui était pour une activité, puis pendant un certain temps abandonné, et après lui donner vraiment un concept, une âme, et puis voir les premiers clients, et puis les premières personnes de l'équipe qui y travaillent, c'est ça qui est satisfaisant. Et par exemple, le local aussi du Café Society, il était abandonné pendant 11 ans, le local. Ah ouais. En fait, c'est le premier commerce que j'ai pu saisir parce que forcément, je n'avais pas d'argent. Et j'avais fait que Tradibalade avant et ça dégageait pas assez de fonds pour pouvoir prendre un commerce pour lancer la boutique parce qu'en fait le Café Society au début c'était la boutique de souvenirs qui était là et j'ai eu l'opportunité de la mettre grand place après, mais au début elle était rue des Trois Couronnes, et pour une boutique de souvenirs être dans rue des Trois Couronnes, je sais pas si vous connaissez un peu cette petite rue, c'est une rue cachée à côté de la Grand Place, et il n'y a pas de passage en fait. Donc, mais c'était le seul local que je pouvais saisir puisqu'il était abandonné, parce qu'il était gratuit, il fallait payer le petit. Ah, il était gratuit. Il était gratuit, ouais. Il fallait faire des travaux pour l'embellir et puis faire un peu de déco, mais c'était un petit prêt à la banque. Je crois que c'était 17 000 euros à l'époque. Donc voilà, non, j'aime bien construire, ouais. Et quelque part aussi, c'est quelque chose de très honorable parce que tu dynamises la ville et tu soutiens l'économie locale. Qu'est-ce que tes parents, du coup, ils en ont pensé lorsque tu as entrepris ton premier projet de table en fibre, tu disais tout à l'heure? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce qu'ils l'ont bien accueilli, ou ils ont peut-être dit Thomas, tu as fait des études d'ingénieur, va nous trouver un bon boulot dans une grande entreprise. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est une vraie question parce que c'était un sujet, c'est vrai. Maintenant, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours amené une éducation. Alors, on vivait normalement. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément évident. Et je pense qu'ils avaient raison d'ailleurs, parce que le projet était assez bancal. Donc, je comprends. En fait, j'ai pas d'enfants, mais je suppose que quand on a des enfants, on cherche leur sécurité, une certaine stabilité pour eux. Donc,
et on fait preuve un peu d'empathie. Je me mets à leur place et je me dis, c'est normal, on a envie que notre enfant, il se porte bien et que tout aille bien pour lui. Mais c'est vrai que c'était pas... je me souviens de mon père qui m'avait dit... Enfin, il se demandait ce que c'était, quoi. Mais en même temps, quelque part, il avait raison, parce que je vendais des tables à base de fibres optiques, ça sortait d'un chapeau un peu de nulle part. Et puis, c'est parce que c'était un projet qu'on m'avait présenté, d'un copain qu'on lui avait lui-même présenté. Et on a voulu en faire quelque chose de ce truc qu'on pensait que ça pouvait être intéressant. Mais après, il s'avère que un peu moins. Et puis, ma mère aussi, au début, ils étaient un peu réticents, en fait. Mais après, ils ont soutenu, je pense, comme chaque parent qui voit bien que son enfant souhaite faire quelque chose. Ouais, c'était pas financièrement, mais en tout cas, ils m'ont soutenu au moins... Moralement. Ouais. Moralement. Et avant ce premier projet, est-ce que tu as eu à travailler pour éventuellement mettre de côté ou qu'est-ce que tu as fait juste après avoir obtenu ton diplôme? Alors, pour moi, il y a deux façons en fait de créer la structure. Soit on le fait avec pas de moyens au départ et vraiment y aller à tâtonnement, c'est-à-dire on le fait avec nos petits sous de côté ou voire quasiment rien. Je pourrais détailler, si vous voulez, comment j'ai créé Trade Balade. Ou alors on monte un vrai dossier et on fait appel à des investisseurs, puisque la banque, les investissements bancaires, c'est plus compliqué. Il faut mettre beaucoup d'apports. Et il faut déjà avoir de l'expérience, donc c'est pas toujours évident. Il faut être davantage crédible parce qu'ils prennent moins de risques. Ou alors il faut aller chercher des fonds ailleurs en montant des dossiers. Moi, j'ai pris l'option qui était en fait, selon moi, la moins risquée parce que je voulais pas décevoir des gens en empruntant l'argent et en même temps, j'étais pas non plus ultra sûr du projet. Non, j'avais travaillé pendant 4 ans à Decathlon, au campus. Puis j'ai ce qu'on appelle le plan d'épargne d'entreprise. J'ai mis un peu d'argent de côté, une petite somme. Et ça m'avait permis d'acheter une 206 à l'époque. J'étais content de l'acheter. Et puis, et après, je l'ai vendu. Donc, je l'ai vendu 3 000 € pour acheter ma première de chevaux qui coûtait 4 950 €. Et puis, le reste, c'était mon grand frère qui me l'avait prêté. Et il commençait déjà, il était jeune, il était profil junior dans une entreprise. Il m'avait prêté un petit peu d'argent. Je me suis dépêché de lui rembourser parce qu'il m'avait prêté, je sais plus, 1005, je pense, quelque chose comme ça au début. Et voilà, et après, je me suis fait un petit polo jaune où c'était écrit Tradi Balade. Il avait coûté 15 ou 17 € à SOS T-Shop. Et puis, j'avais lancé des flyers à l'ancienne. Yes Print, bon contact, 5000 flyers à 43 €. Wow. Donc, j'avais fait ça et puis j'ai démarché. Je pense que j'ai dû appeler tous les 3 jours le directeur de l'Office du tourisme de Lille pour essayer d'avoir un rendez-vous pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai eu le premier rendez-vous. Tu l'as spammé. Je l'ai spammé, ouais. Et puis, non, ouais, j'avais pas de... oui, commencé avec la vente de la 206, et puis non, pas... Après, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'argent non plus. Aussi, il y a eu les 4 950 € de la 2 chevaux, et puis après, environ 200 € tout compris. Et après, en fonction des recettes, tu as pris les bénéfices que tu as réinvestis pour acheter des voitures supplémentaires. Exactement. Donc, c'est-à-dire que je faisais tout moi-même. Pendant, je pense, 5 ans, j'ai travaillé tout seul dans Trade Balade. Je faisais l'ensemble des visites. J'étais auto-entrepreneur. Donc, auto-entrepreneur, il n'y a pas énormément de charges qui est liée. Je travaillais dans mon appartement. Après, j'ai pris une location au 116 rue Nationale. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le bâtiment. Et en fait, il y avait une cour et un deuxième bâtiment. Au rez-de-chaussée, il y avait 7 ou 8 mètres carrés. Et je l'ai pris parce que j'ai voulu m'entourer de stagiaires assez rapidement. J'ai créé Trade Balade, c'était en mai 2010. Et mon premier stagiaire, c'était en avril 2011. Et la question, c'était, est-ce que je peux prendre vraiment une stagiaire chez moi dans mon appartement? Ça me paraissait un peu bizarre. Et du coup, je dis non, je préférais prendre un local. Donc, j'ai pris un petit local à 200 € le mois. Et l'objectif, c'était gagner plus que 200 € dans le mois pour pouvoir le payer. Ouais. Et donc voilà, et c'est vrai qu'après, en mettant de côté, j'ai pu acheter une deuxième voiture, puis une troisième voiture, et puis ainsi de suite. Et d'où t'es venue l'idée de Tradi Balade? Alors, j'étais donc serveur dans un restaurant qui s'appelle La Vieille France, rue de Gand, dont la clientèle c'est des locaux et des touristes. Et les touristes me demandaient souvent un moyen un peu original pour visiter la ville.
Et c'est vrai qu'il faut revoir Lille en 2010, il y avait très peu de tourisme. Et à l'époque, il n'y avait que l'office de tourisme qui travaillait les touristes à une ville touristique à Lille. Et en fait, dans la famille, on avait une 2 chevaux. Mon frère avait une 2 chevaux aussi, mais qui n'était pas du tout apte pour pouvoir faire les visites. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il la prenait, à chaque fois qu'on la prenait, on avait souvent des petits mots sur le pare-brise. Allez, jolie votre voiture, est-ce qu'on peut vous la louer pour un mariage? Enfin, on a vite repéré le capital sympathie autour du véhicule. C'est une voiture qui est décapotable, c'est la voiture française la plus populaire à l'étranger. C'est une voiture qu'on peut réparer facilement, qui a un réel capital sympathie. Je trouvais que c'était un moyen. En fait, l'idée est assez simple. On me demandait de visiter une ligne de façon originale. On avait une 2 chevaux. Le chemin est plutôt court. Et puis ça commençait comme ça. Et puis c'était pas si difficile. Il suffisait juste de jeter une voiture et puis se mettre place Rio. Et puis essayer de. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai mis une petite polo jaune. J'ai pris les flyers. J'ai essayé d'avoir mes premiers clients. Je me souviens, je pense que mon premier client, j'étais place Rio au mois de juillet 2010. Et je demandais à chaque personne qui passait s'il ne voulait pas une visite. Et mon argument, c'était bon, vous êtes mes premiers clients, je vous fais la visite de 45 minutes au prix de la visite d'une heure. Non, la visite d'une heure au prix de celle de 45 minutes, c'est nul pour eux. Et au bout de 45 minutes, j'ai eu les premiers clients. Donc, j'étais trop content. Ça a été rapide. Ouais, 45 minutes, j'ai eu mes premiers clients à Rio. J'étais trop content et je voulais faire qu'un groupe, qu'un client. Et après, je suis rentré chez moi et puis je suis parti, je suis resté un week-end, je voulais réfléchir sur la visite, comment ça s'est passé. Mais j'étais trop content au bout de 45 minutes de faire le premier client. Donc je suis revenu le mardi et à Rio à 9h en me disant que je vais faire 15 clients dans la journée. Je suis resté de 9h à 20h à Rio un mardi. Au mois de juillet, j'ai fait 0 client. Pourtant, j'ai parlé à tout le monde et j'ai essayé de vendre des visites à tout le monde. Grosse déception, je suppose. Grosse déception. Mercredi, pareil, 0 client. Et en fait, je faisais un client toutes les 2 semaines à l'époque. Donc, gagner 70 € toutes les 2 semaines parce que c'était une visite de... C'était à peu près ça que... C'était pas évident, mais heureusement, je continuais d'être serveur à côté. Et puis après, il fallait faire connaître. Maintenant, c'est une boîte qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qui embauche 3 personnes au bureau et une petite dizaine de chauffeurs. C'est pas mal. Et donc, juste après Tradibalade, tu as entrepris quel projet? Alors, après Tradibalade, déjà, c'est fait petit à petit. J'étais le seul chauffeur guide. Et parfois, je voulais quand même répondre aux besoins de plus grands groupes. Donc, j'embauchais ponctuellement, quand j'avais besoin de voitures, mon jeune frère, Romain, qui était étudiant à Schema. Et aussi des amis de mon grand frère, des amis du foot, des amis d'ailleurs. Et que j'embauchais ponctuellement pour pouvoir assurer les visites. Parce qu'au début de Tradibalade, il n'y avait que les visites de Lille. C'est-à-dire que le chauffeur fait office de guide, il raconte l'ensemble des anecdotes sur les monuments, sur l'histoire de la ville, sur l'architecture, et pour répondre aux questions, prendre en photo. Mais il n'y avait que ça, et après on a développé sur d'autres services. Et en fait, en étant guide Tradibalade, on me demandait tout le temps, et on demandait aussi à ceux que j'embauchais tout le temps une boutique de souvenirs à Lille. Et il n'y avait pas de boutique de souvenirs autre que celle de l'Office du tourisme de Lille. Et donc on s'est dit, tiens, on va monter une boutique de souvenirs. Donc celle-ci, je me suis associé avec mon plus jeune frère, qui est pris quelque part dans la structure, parce qu'il était aussi embauché. Après, il a été vite embauché dans une entreprise, donc il était CDI, il était fort occupé. Donc c'est moi qui ai monté le projet. Voilà, la boutique de souvenirs, rue des Trois Couronnes, dans une petite rue du Vieux-Lille. Ah ouais. Alors, en fait, c'est plus ou moins 2 activités complémentaires, parce que ça rejoint la thématique du tourisme. Ouais. Et donc, pareil, tu as financé ça avec tes fonds propres ou tu as peut-être eu à faire appel à des emprunts? Alors, pour sauver Lille, au début, je briguais un local qui était rue Escarmoise, ultra bien situé. Ouais. Ça, c'était en 2012, donc 2 ans après Tradibalade. J'ai fait une proposition parce qu'il y avait un rachat de droit au bail. C'était l'entreprise Bouygues qui avait un petit local qui est aujourd'hui la chambre confiture. Et à ce titre, je devais faire un prêt bancaire qui nous a été refusé pendant 1 an. Donc, on n'a jamais obtenu de prêt bancaire pour pouvoir le prendre. Donc, la banque, il y a une banque qui m'avait dit oui, j'ai attendu les fonds, mais en fait, on les a jamais eus et c'était un non, c'était que des oui verbaux, mais ça s'est jamais fait. Donc, on n'a pas pu saisir cette opportunité d'un beau local bien situé.
Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'un local qui était abandonné pendant 11 ans dans une petite rue, qui était gratuit à l'entrée. Ouais. Donc, pas de rachat de droit au bail, pas de rachat de fonds de commerce, pas de droit d'entrée, pas de porte. Et il fallait faire un peu de travaux qu'on a fait financer, que j'ai financé moi-même, soit que j'ai fait moi-même les travaux, ou soit et une partie qui a été faite par un entrepreneur que j'ai payé avec l'argent que j'avais mis de côté avec Tradibalad, donc en propre. Et j'avais fait un tout petit prêt, 15 ou 16 000 euros, pour pouvoir payer le stock au départ, un peu le fonds de roulement de l'entreprise. Donc là, c'était pour soulever 15-16 000 euros en prêt bancaire, il fallait apporter 4-5 000 à peu près D'apport. d'apport. Donc c'était peut-être même un peu moins j'ai apporté, donc c'était les fonds que j'avais pu mettre de côté avec Tradibalad. Ah. Et en fait, faut se dire que tout ça, en fait, c'est parti de la revente de ta 206 et les 1500 euros que ton frère t'a passé, c'est quand même balèze. Ouais. Et après, mais en fait, il s'est passé quand même du temps parce que la boutique de souvenirs rue des Trois Couronnes, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Je me souviens, tout au début, je me disais, mince, ça va être compliqué. J'ai un loyer qui est un peu plus élevé, il faut que je le paye, et mes fournisseurs. Je n'avais pas encore salarié, mais j'ouvrais la boutique tous les jours parce que moi, je n'étais pas commerçant, je ne sais pas comment on faisait, je ne savais pas quel coef il fallait faire entre le hors-taxe et le TTC, donc je demandais des conseils. Et en fait, on essuie quelques difficultés, quelques problèmes. C'est-à-dire, à un moment, je travaillais et je voyais mon compte bancaire, il n'augmentait jamais. Et quand même, je me dis, c'est pas possible, je fais un peu de chiffre d'affaires, mais ça n'augmente pas. Et en fait, mon coef était pas assez élevé entre le hors-taxe et le TTC, donc je l'ai un peu augmenté. Ok. Ce qui permettait d'avoir davantage de profit par rapport à la vente du produit. Et ce qui a fait qu'après, ça dégageait un peu d'argent. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de saisir un local qui était un ancien distributeur, Crédit Agricole sur la Grand Place. Alors, c'est le local parfait pour la boutique de souvenirs. Je ne sais même pas aujourd'hui encore comment on a fait, comment j'ai fait pour le saisir. Celui à côté de la Voie du Nord, là? Celui qui est entrée principale de la vieille bourse, Ok. avec la bourse aux livres, sur la Grand Place, donc 28 place Général de Gaulle. Il y a l'entrée principale de la vieille bourse sur la Grand Place. Juste à gauche, il y a la boutique de souvenirs. Okay. Pour une boutique de souvenirs, l'emplacement, il est parfait. Ouais. C'est certes 18 mètres carrés au rez-de-chaussée, mais on peut travailler les cartes postales, les tourniquets, tout ça sur devant le commerce. Et puis à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'être trop grand si on est bien situé. Et là, le local, il était gratuit aussi. Non, il n'était pas gratuit, pardon. Il était à 170 000 euros de reprise. Ah ouais, quand même. Loin d'être gratuit. Ouais, c'est loin d'être gratuit. Mais c'était le local parfait. Et il était vide depuis, c'est ça que je voulais dire, il était vide depuis 1 an. C'était un distributeur Crédit Agricole. Et donc, moi, j'ai négocié. Alors, si je peux donner un conseil, c'est lorsque vous voyez un montant comme 170 000 euros, vous vous dites, c'est pas pour moi. En fait, il peut être pour vous. Il faut juste négocier et puis faire valoir des bons arguments auprès des propriétaires ou auprès des personnes qui vendent. Et j'ai réussi à l'avoir à 20 000 euros. 20 000 euros de droit d'entrée, 170. J'ai essayé de l'avoir gratuitement, j'ai jamais réussi, et je l'ai eu à droit d'entrée à 20 000 euros. Tu as négocié de 170 000 à 20 000 euros. 170, j'aurais pas pu. Par contre, la négo, elle a duré 3 mois à peu près. Wow. Mais j'ai fait valoir le sérieux du projet, la cohérence entre le local et le projet. Et comme ça, les propriétaires, ils s'étaient dit, je pense, étaient malins, ils se sont dit, ils n'auront jamais de vacances locatives, c'est-à-dire de mois sans entrée d'argent, parce qu'ils s'étaient persuadés, ils croyaient au projet, ils se sont dit que ça allait tenir une boutique de souvenirs à cet endroit-là. Je pense qu'à posteriori, ils ont eu raison, puisqu'elle est là depuis 2016 maintenant. Donc ça fait, à la fin de l'année, ça fera 8 ans, parce que c'était fin d'année 2016. Et la boutique, elle s'est bien développée depuis. On fait quasiment le double de chiffre d'affaires qu'on faisait quand on a repris à cet endroit-là. Donc, non, en fait, ça s'est fait par opportunité, à tâtonnement, avec des opportunités à saisir. Et en plus, tu avais déjà l'expérience de Tradibalad. Oui, c'est ça. Après, Tradibalad, c'est pas un commerce. Ouais. Et en lançant la boutique de souvenirs, j'ai vu ce que c'était qu'un commerce. C'est totalement différent. Être commerçant, c'est un sacré métier. Et c'est encore différent d'avoir une entreprise où on n'accueille pas des gens, où on ne doit pas tenir des horaires d'ouverture dans un lieu physique. Surtout, nous, on est ouvert tous les jours de 10h à peu près à 19h30. Tous les jours, toute l'année, 363 jours sur 365, fermé le 1er et puis le 25, dans tous les commerces que nous avons aujourd'hui. Et c'est vraiment très, très, très prenant parce que, d'ailleurs, je tenais Tradibalad et je tenais la boutique de souvenirs tout seul au début.
Je tenais la boutique de souvenirs, je la fermais en pleine journée pour pouvoir faire mes visites. Waouh, Je croisonnais. c'est compliqué ça. Mes fournisseurs ne voulaient pas me livrer parce qu'on ne commandait pas assez. Donc, je prenais ma 2 chevaux, j'allais chercher des gaufres pendant, à la chapelle d'Armentières, un artisan que j'appelais La Bonne Gaufre. L'entreprise s'appelait La Bonne Gaufre. Monsieur Durier, et j'allais chercher pendant ma pause du midi, je fermais la boutique pendant 1 heure, je prenais ma 2 chevaux, chapelle d'Armentières, je remplissais la 2 chevaux de gaufres et je revenais pour pouvoir ouvrir la boutique. Et je mangeais les gaufres sur le chemin, ils me donnaient un petit sachet de dégustation qui faisait l'équipe de repas. C'était tous les vendredis. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, ouais, c'était donc tenir les deux au départ, c'était pas non plus très évident. Ouais, c'est pas viable de gérer ça tout seul. Ouais, je pense que j'ai fait l'erreur d'embaucher trop tard. J'aurais dû embaucher plus vite. C'est parce que je tenais sur mon modèle de pas de charge, parce qu'un salaire, il faut savoir le payer. Et je voulais tenir ce modèle parce que si ça fonctionnait pas, comment je faisais. Donc, mais je pense que j'aurais dû prendre le risque plus tôt d'embaucher plus vite de bonnes personnes. J'ai un peu tardé parce que je crois que ma première embauche était autre que stagiaire non rémunéré. Ça devait être en 2016 ou 2015. Donc, un CDI 35 heures. Premier CDI 35 heures, c'était en 2015. 2015. Ok. Ouais, 2015. Donc, quand même, il s'est passé du temps. Ouais. Et ça m'a coûté beaucoup de vie perso. Ça m'a coûté pas mal. Ça m'a coûté beaucoup, mais j'ai tellement appris que je ne regrette pas du tout. Je pense que ça endurcit, ça donne ça amène un vrai caractère, ça donne plus de profondeur. Donc, non, c'était assez éprouvant, c'est vrai, mais il faut faire face à ça, et franchement, il y a bien plus difficile aussi. Donc, il y a des gens, on est quand même en France, dans de bonnes conditions, donc... Ouais. Enfin, on n'a pas se plaindre, ouais. Pas du tout. Et surtout, ça a dû être hyper formateur parce que du coup, là, tu es un vendeur. Tu as reçu la formation en quelque sorte. Tu as appris dans le tas et ça a dû faire de toi un très bon vendeur. Et il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Surtout quand c'est ton activité, de bien la maîtriser, surtout les différents angles. Oui, en fait, j'ai pu voir différentes facettes et plusieurs métiers. Parce qu'entrepreneur, finalement, c'est quasiment tous les métiers. Ouais. C'est du monde de l'entreprise, je veux dire. J'ai dû faire réception de commande, homme de ménage, parce que le commerce, il faut qu'il soit propre à l'ouverture. Enfin, il faut que ce soit nickel, parfait. Logistique, la vente, bien sûr, parce que louper une vente, il y a un manque à gagner considérable. Oui. Et quand tu le prends vraiment pour toi et tu te dis que si le business il fonctionne pas, c'est pas possible en fait. Donc il y avait une technique de 0 roue de secours à tenir. Et donc, c'était un peu ma technique. J'avais pas le droit d'avoir une roue de secours. Il fallait que ça fonctionne, donc tout faire pour que ça fonctionne. Et donc, il fallait... Ça endurcit et on apprend beaucoup de choses. C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on se dit souvent, oui, j'ai de l'expérience au bout d'1 an ou 2. Même parfois, maintenant, les jeunes, c'est au bout de quelques mois, ils disent qu'ils ont de l'expérience. Mais non, c'est vraiment essuyer plusieurs difficultés, plusieurs revers. Et puis aussi beaucoup de réussite. La réussite, on apprend de ça, on se dit, tiens, j'ai fait ça, ça a fonctionné, c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. On dit souvent qu'on apprend des échecs, c'est vrai, mais c'est mieux de les éviter, les échecs. Ouais, mais on apprend aussi beaucoup de réussite, et il faut avoir un peu de recul pour savoir pourquoi ça fonctionnait, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne, en fait. Et c'est vrai que, oui, vendeur, aussi acheteur, parce qu'on peut négocier des beaux commerciaux qui sont des montants incroyables et qu'on arrive à avoir pour beaucoup moins. En tout cas, un montant qui devient accessible. Tout ça, c'est possible. Ouais. Et moi, je donne vraiment le conseil de tout négocier. C'est vraiment très important. Parce que tu as quand même négocié de 170 à 20 000 euros. Ça fait appel à des sacrées compétences de négociateur. Oui, il ne faut pas lâcher. Et puis, il faut déjà oser de proposer. Parce que les gens, ils disent, mais tu ne vas pas proposer 0. Parce que j'ai proposé 0. Alors que c'est 170. Et pourquoi pas? Je le veux. Et donc, je l'ai fait, et puis après je le veux. J'aimerais bien l'avoir. Ouais. Mais non, il faut oser, et puis après, il faut argumenter. Il ne faut pas proposer comme ça, sans argumentation. Il faut trouver, c'est comme tout, en fait, c'est comme la vente, il faut trouver l'intérêt de la personne pour que ça l'intéresse et pour qu'elle ait envie de matcher, de faire en sorte que ça fonctionne. Pour ça, il y a de très bons bouquins. Il faut s'entourer, il faut lire de bons bouquins, il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut avoir de bons conseils. Quand
quand tu me racontes ça, ça me fait penser vite fait à une petite anecdote, ou du moins, je sais pas, tu connais un peu la vie de Bernard Tapie. Un petit peu, ouais, j'ai vu la série aussi. Ah, bah voilà, c'est dans la série que j'avais vu ça. Il tentait de racheter une entreprise, je sais plus trop une entreprise de quoi. Il leur avait proposé 0 € ou 1 franc symbolique, un truc dans le genre. Et pareil, ça me refait penser à ça. Oui, lui, il devait reprendre aussi une partie de l'équipe qu'il n'a pas gardée, je pense. Mais ouais, après, toute proportion gardée, je pense que son côté entrepreneuriat, il est encore une autre échelle. Mais non, c'est sûr que, en fait, Bernard Tapie, si quand on le regarde bien, sa plus grande qualité, c'est oser et la ténacité. Exactement, ouais. Et le gars, il y va, en fait. Et il comprend que vaut mieux une chose faite que parfaite. Il faut y aller, quoi. Il faut commencer par petits bouts et après, on voit bien ce que ça va. Le gars qui a lancé Facebook, le jour où il a lancé Facebook, je me souviens de tout au début de Facebook, ça n'a rien à voir par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Ouais. S'il avait voulu créer Facebook comme ça l'est aujourd'hui, il aurait mis 20 ans de plus et il ne l'aurait jamais fait. Il l'aurait fait avant lui. Non, il faut y aller. Si j'avais cherché le local parfait pour la boutique de souvenirs, je ne l'aurais jamais eu. Parce que j'aurais jamais eu les fonds pour l'avoir, les relations pour l'avoir. En revanche, je savais qu'en prenant le petit local d'à côté, ça allait me mettre dans une situation qui allait me mettre à l'écoute d'opportunités mieux situées. Et pareil, tout à l'heure, quand tu parlais du fait que tu avançais sans roue de secours, ça m'aurait fait penser aussi à une citation, je ne sais plus si c'est Arnold Schwarzenegger qui disait ça, mais la personne disait qu'elle n'avait pas de plan B. Elle avait juste un plan A parce qu'en fait, le fait d'avoir un plan B, ça va faire que tu ne vas pas te donner à 100% pour que ça réussisse. Mais par contre, quand tu sais que tu avances et que tu n'as vraiment pas de roue de secours, là, tu n'as pas le choix et ça va finir que par marcher. Et bon, moi, je sais pas, je prends ça toujours un peu avec des pincettes. Je me dis qu'il y a quand même un petit côté dangereux, mais au final, un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui prend des risques. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu conseillerais éventuellement à des gens de faire de la même manière en avançant sans roue de secours? En fait, je pense que c'est une technique des Vikings. Ils arrivaient sur les terrains et lorsqu'ils voulaient conquérir un territoire, ils brûlaient leur propre bateau. Parce qu'ils s'étaient dit que si j'ai plus de bateau, je peux plus revenir en arrière et je suis obligé de conquérir ce territoire. J'ai pas de roue de secours. Et je me souviens, j'ai vu ça dans un bouquin. Et est-ce que je donne ce conseil? Bon, c'est toujours, je me méfie toujours, je me garde souvent de donner des conseils parce que c'est propre à chaque situation, à chaque personne. Puis ça peut donner tellement de conséquences par la suite. Moi, c'est une technique que j'ai souvent utilisée, pas toujours, mais souvent utilisée parce que déjà c'est plus rapide. Ça évite de trop réfléchir et puis d'y aller. Ça nous permet d'avancer. Et je suis quand même assez convaincu quand même parce que souvent quand on se donne une roue de secours, on est consciemment ou inconsciemment à pas jouer les cartes à 100%. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a cette petite roue de secours, en fait. Ouais. Alors que s'il n'y a pas de... c'est la victoire ou la mort, quoi. S'il n'y a pas de possibilité autre que la victoire, eh ben, on se donne tout, en fait. Ouais, tu donnes tout. Maintenant, c'est toute proportion gardée, puisque il faut aussi faire... avec ces situations, ces moyens. Il ne faut pas se mettre dans des situations trop compliquées. Il faut rester dans la réglementation aussi. Il ne faut pas être trop borderline parce que ça peut nous coûter très cher par la suite. Donc, non, il faut... c'est toute proportion gardée, mais c'est vrai que quand on croit à un projet, faut se donner max de moyens pour l'atteindre. C'est le plus important. Surtout quand on est inspiré, en fait. Je pense... c'est le plus important, c'est d'être inspiré. Moi, on m'a déjà demandé, est-ce que tu penses que c'est mieux d'entreprendre à la sortie des études, comme toi t'as fait, ou plus tard à 40 ans ou à 50 ans Je dis, non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation en soi, il n'y a que le fait d'être inspiré. On a une idée, si t'es inspiré, il faut le faire tout de suite. C'est l'inspiration le plus beau, en fait. Quand on inspire, on a 10 000 idées, comme tu dis tout à l'heure. C'est quand on n'aura plus le choix qu'on trouvera finalement la solution. Là, c'est un peu pareil, finalement. C'est ça. Et surtout que tout part d'une vision. Toi, je suppose que lorsque tu as commencé avec ta boutique de souvenirs,
Tu te visualisais déjà comment tout serait aujourd'hui, plus ou moins, non? Jamais j'aurais pu penser que j'allais avoir des restaurants, parce que déjà je m'étais toujours dit que j'allais pas avoir de restaurant. Et j'en voulais pas spécialement. Parce que je savais que c'était très énergivore. Ouais. Très très énergivore je l'ai fait parce que j'ai eu l'opportunité de m'associer avec mon jeune frère. Donc il était salarié et un jour j'ai visité un local et je lui ai dit bah tiens, t'as rien de prévu, tu veux le visiter avec moi? Et il me dit oui. Et puis on l'a visité et puis à la fin il me dit ouais, je suis chaud. Donc il a démissionné pour s'associer ensemble. Et parce que c'est tellement d'énergie, c'était difficile à faire tout seul. Non, j'avais pas cette vision à long terme. En revanche, je savais, j'avais de l'ambition et je savais que je voulais développer. Je savais pas comment, puisque t'imagines bien qu'en ayant tradi balade à Lille, les visites de Lyon de Chaux, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire dans d'autres villes. Mais ça m'a tellement pris de l'énergie à Lille, c'est tellement lié à la personne qui le fait. Si je le fais dans d'autres villes, bah, je serais pas là. Je me baigne dans toutes les villes en même temps. C'est difficile à dupliquer comme concept. Ouais. Et il y a tellement de difficultés liées à la mécanique, liées au parking, enfin, les visites. Enfin, j'en ai eu tellement des soucis avec cette entreprise au début. Parce que de le faire avec faible moyen, des choses qui tombaient tout le temps en panne, enfin, avant d'avoir les moyens de pouvoir les réparer régulièrement, c'était compliqué. Et les pièces de rechange, ça doit être dur à trouver aussi, non? Ouais, c'est pas. Il y a quand même des entreprises maintenant qui sont développées dans la commercialisation de pièces de chaux, reproduction, donc ça c'est bien, mais au début un peu moins. Mais non, j'avais pas cette vision à long terme de l'ensemble de ces structures, et ça s'explique par le fait que, en fait, c'est surtout des opportunités qui sont arrivées sur mon chemin et qui, j'ai compris que c'était des opportunités à saisir. Mais jamais j'aurais pu penser que j'allais avoir une boutique de souvenirs. À un moment ou à un autre dans ma vie, jamais. Et par contre, aujourd'hui, c'est un métier que j'exerce et que j'adore. Parce que les clients, ils sont géniaux. C'est des touristes ou même des locaux qui souhaitent faire des cadeaux. C'est de travailler avec des producteurs locaux et qui développent le tissu économique local, comme tu dis. Et je trouve ça hyper satisfaisant de participer à tout ça. Tu as un bon anglais pour nos touristes anglais qui viennent là? Yes, I do. Ouais, j'ai dû faire toutes les visites en anglais. Là, pareil, mon niveau d'anglais, c'est un niveau d'anglais courant, mais j'étais pas bilingue. Ma première visite en anglais, j'avais un peu les boules. J'ai tout appris par cœur. Je m'étais fait des résumés de discours de livres du Furet que j'avais condensés sur l'histoire de la ville de Lille. Et j'ai tout traduit moi-même et fait corriger, et j'ai tout appris par cœur. Et en plus, il s'avère que je savais même pas à l'avance, c'est que la première visite en anglais, c'était un journaliste. Et donc, c'était pour faire la pub après à Londres. Donc, je pouvais pas me tromper. Et non, ça a aidé. Mais encore une fois, il faut essayer de s'en sortir dans des situations qui paraissent stressantes. C'est ce que je dis toujours aux nouveaux chauffeurs. Ils flippent, ceux qui parlent pas très bien anglais, ils flippent de faire la première visite en anglais. Je dis, mais elle est déjà finie ta première visite en anglais. Tu t'en fous aussi, à un moment, tu te fais pas comprendre. Tu sors la blague ou tu essayes de te sortir de la situation. Puis dans tous les cas, le client, il est là pour avoir ce côté charmant du français. Il n'est pas là pour avoir quelqu'un de totalement bilingue. Il est là pour découvrir une ville. Donc, quelque part, ça passe par le charme qu'un Lillois peut, lorsqu'il fait découvrir sa ville, en fait, de cet accent français. Ouais. Pas de là à forcer l'accent ch'ti pour autant, d'ailleurs. Mais non, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Ouais. Tout ça, en fait, c'est des barrières limitantes qu'on se pose nous-mêmes dans nos têtes. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, souvent, on voit les freins lorsqu'on entreprend. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme un frein. Il faut vraiment le voir comme déjà une opportunité de se différencier de d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes, c'est une sélection, en fait. Il y a cette difficulté-là, il y a ceux qui vont réussir à la passer et les autres. Il faut juste voir quelque chose. Là, c'est une sorte de problématique à franchir. Et donc, il faut faire face à ça. C'est comme ça que c'est une opportunité de faire la différence par rapport à d'autres personnes. Et puis, et si on réussit, c'est aussi satisfaisant de se dire j'ai réussi parce que j'ai eu ces difficultés-là que j'ai réussi à passer. C'est facile, sinon c'est un peu gagner l'euro million, c'est pareil. Et encore une fois, quand ça tombe, bon, si je gagne l'euro million, je serais content. Mais si ça tombe, il n'y a pas l'expérience ou ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait de gagner en expérience, d'apprendre des choses. Je crois qu'il y a plusieurs milliardaires aux États-Unis qui ont créé une association
et ils sont promis de ne pas donner d'argent à leurs propres enfants. Ah oui, j'ai beaucoup entendu ça. Parce qu'en fait, ils se disent que la plus grosse satisfaction, le plus gros bonheur qu'ils ont eu dans leur vie, c'est de partir de rien à atteindre ce niveau. Et c'était plus que limite que leur mariage, que plein d'autres choses. C'est la plus grosse satisfaction qu'ils ont eu dans leur vie, c'est de se dire waouh, j'ai réussi à partir de rien et de faire ça. Et donc ils se disent je vais pas donner autant d'argent à mes enfants parce que je vais leur priver de la plus grosse satisfaction que j'ai eue de ma vie. Non, je leur donne assez peut-être pour pas être le minimum, mais ce qu'il faut. Exactement. Mais et après qu'ils se débrouillent et qu'ils fassent leur preuve. Et toi, tu ferais pareil? Je sais pas, je pense qu'il faut avoir des enfants pour savoir comment réagir quand on aura des enfants. Mais non, si j'en ai un jour, je pense que, en tout cas, je ferai tout pour leur donner, pas forcément financièrement, de quoi se lancer, mais en tout cas, au niveau du mindset, essayer de leur faire gagner du temps et leur apprendre. Et après, ils feront leur propre chemin, parce que si c'est faire un peu comme tous les papas dans le sport ou dans le foot, et qui croient à leur enfant qui sera le futur Zizou, et c'est pas la peine de leur mettre trop de choses dans la tête. C'est son chemin. S'il y en a qui veut faire autre chose, il fait totalement autre chose. Il n'y a pas de chacun fait ça. Et moi, je sais que je prends énormément de plaisir dans mon métier. Je suis très content de l'avoir fait. Je suis content dans mes équipes, j'ai des personnes incroyables. Tous les gens avec lesquels je travaille. J'ai de la chance qu'ils soient au top. Ils rendent à l'entreprise extrêmement bien. Il y a beaucoup d'énergie qui est donnée, beaucoup d'implication. Pour moi, c'est facile, c'est mon entreprise. Mais quand on est dans une équipe, et au fond, c'est pas, c'est leur entreprise, ils le voient comme ça, mais ils sont pas gérants. Et donc, donner toute cette énergie, toute cette implication et toutes ces compétences sans être gérant, c'est beau aussi, je trouve, ce qui est fait. Et tu crois que si tu avais grandi dans l'opulence de ta jeunesse, enfin du moins quand tu as été diplômé, si tu ne manquais de rien, est-ce que tu penses que tu aurais fait tout ce que tu as fait? Oui, clairement. Non, pas sûr. Tu serais resté dans ta zone de confort. Je pense. Ouais. Je pense, après, il y a des personnes qui ont réussi à bien développer quelques millions qu'ils avaient eus. Ils en ont fait des empires. Je crois que Bernard Arnault était d'une famille très favorable. Assez aisé, fils d'entrepreneur ou une PME avec 300 ou 400 salariés, et regardez ce qu'il a fait. Exemple, ouais. Donc, non, mais me concernant, après la question ne se pose pas parce que ce n'était pas le cas, mais je ne peux pas savoir. Mais cela dit, je suis très content de ne pas avoir vécu dans l'opulence et très content parce que je pense que ça me donne beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de... Non, je suis... Et d'ailleurs... je pense que ça se voit dans l'état d'esprit de certaines personnes. Je vais te donner un exemple, je ne sais pas si les gens seront d'accord avec moi, mais par exemple, je trouve qu'entre Marcus Thuram et Lilian Thuram, il y a une différence. Même si j'aime beaucoup Marcus Thuram, je trouve que c'est un très bon joueur, mais je trouve qu'il y a une différence dans l'attitude parfois. Ouais. En étant fan de foot, j'ai forcément connu Lilian Thuram, et je trouvais qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Après, génération 98, moi, j'étais pas né, donc... C'est vrai. Mais moi, j'avais 15 ans en 1998. Donc, je me souviens bien que Lilian Thuram, c'était un sacré guerrier. Et, ils fonçaient. Ouais, on ne le passait pas. Je pense qu'il y a des arrière-gauches ou à droite dans l'entourage, ils peuvent pas me contredire. Mais non, mais après, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui... Ouais. Effectivement. Et il y a un truc intéressant que tu as dit tout à l'heure, c'est que lorsque tu as eu ton projet du resto, il me semble, ton frère, il a directement démissionné pour t'accompagner. Vous n'avez même pas attendu qu'il y ait peut-être un seuil de rentabilité, il t'a fait confiance et bam, vous étiez allés ensemble. Oui, en fait, il m'a en 2018, et moi, ça faisait déjà 8 ans que j'avais créé. Il avait vu que ce qui avait été fait... ça tournait la route, c'est que ça fonctionnait bien. Donc je pense qu'il m'a fait confiance. De toute façon, sinon ils ne seraient pas associés ensemble. Je crois qu'il a senti en lui aussi l'âme d'entrepreneur. Et d'ailleurs, après coup, on se rend compte qu'il avait raison, parce que ça se voit bien que depuis 2018, il travaille super bien. Et que c'est sa voie. Maintenant, il a eu, on va dire, les couilles de quitter son boulot. C'est encore plus compliqué, parce que
comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la zone de confort. Ouais. Il avait une zone de confort, il avait un salaire qui tombait tous les mois pour avoir une entreprise où en fait il bénéficiait du chômage au départ parce qu'on peut le toucher pendant un an ou deux, je pense, 2 ans. Et puis il a pu toucher le chômage en étant entrepreneur et après s'est versé ses premiers salaires. C'est vrai que la France pour le coup c'est bien fait pour ça, c'est qu'on peut entreprendre en touchant le chômage qui est le résultat de travail d'avance. Mais bon, il a quand même eu ce cran-là de quitter son travail. C'est vrai que c'est très courageux. Ouais, c'est très courageux. Surtout qu'il il avait fait Schema, donc il avait un bon poste. Il faut savoir le faire, ouais, c'est pas évident. Mais encore une fois, je pense que quand on le sent, la question elle se pose même pas, on le sent vraiment. À partir du moment où il y a une hésitation, c'est déjà plus très bon, je pense. Je pense qu'il l'a clairement senti. Il m'a dit je suis chaud, on y va. Probablement il avait des facettes de son métier de salarié qui lui plaisaient pas. Et au lieu de dire ah ça me plaît pas pendant 25 ans, eh ben il prend ses responsabilités et puis il a agi et puis voilà. Et je pense que tu as quelque part aussi un peu cette âme d'investisseur parce que tu as des business aussi bien dans le tourisme, dans la restauration et dans la mode. Est-ce que est-ce que ce sont des domaines qui t'intéressent à la base ou tu as juste vu des opportunités de business et du coup tu as foncé en tant que bon entrepreneur, quoi? Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que forcément, s'il y a des opportunités qui se présentent et que je trouve intéressantes, même financièrement, et que je trouve qu'il y a un vrai projet, il faut y aller. C'est ça qui est intéressant, c'est investissement aussi qui est intéressant. Maintenant, je fais pas de business qui me plaît pas. J'ai déjà pensé à des idées de cash machine, comme on dit, mais je les ai pas faites parce que je pense vraiment que pour pouvoir exercer un travail tous les jours, il faut avoir cette niaque, il faut avoir cette énergie et ça demande tellement de rigueur, tellement d'investissement qu'il faut être... Enfin, moi, je fais beaucoup de métiers de service et je trouve ça très plaisant. C'est-à-dire? Par exemple, un restaurant, c'est un métier de service, on accueille les gens. Ah, ok. Et j'aime beaucoup, j'ai ce côté où j'aime bien, on a des ch'tis, comme on dit, on aime bien accueillir les gens, faire en sorte qu'ils soient bien chez nous, bien reçus. Pareil pour Tradibalade, c'est service autour du tourisme, on leur fait visiter la ville. La boutique du souvenir, finalement, on fait découvrir à travers nos produits régionaux, et on donne un souvenir de la ville. Enfin, il y a un côté très chaleureux, très convivial. Et concernant la boutique de prêt-à-porter, c'est Juliette Sgarbi, qui était une ancienne stagiaire de Tradibalade, avec elle j'ai continué de travailler parce que c'est elle qui a fait la décoration du Café Society, du Café Peacock et des autres établissements, et qui m'a présenté ce projet. Et moi, j'étais je l'ai super bien accueilli, donc on s'est associé à deux, 50-50, parce que déjà, c'est une travailleuse incroyable, et très forte, et on est complémentaires. Elle est un peu plus artistique que moi, je suis plus terre à terre. Et donc j'avais 100% confiance dans son travail, dans son professionnalisme, et aussi son projet. Son projet, c'était autour de la mode éthique, de créer cette boutique qui sélectionne des marques à revendre et autour de la mode éthique. Et c'est vrai que je trouvais que c'était très porteur, très preneur. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire. En plus d'être novateur en termes de business, je pense qu'il faut aussi changer les choses auxquelles on croit vraiment, en fait. Et je suis pas sûr que le modèle Shein, Zara, H&M, ça soit incroyable. Je suis pas sûr qu'après le confinement où tout le monde dit l'écologie c'est génial et tout pendant le confinement et qu'à l'issue du confinement il y a une queue de 150 personnes devant Zara, Ouais. alors que Zara c'est des jeans peut-être à 25 € mais qui durent quelques mois et qui pour la fabrication maltraitent certaines personnes. Je suis pas sûr que ce soit incroyable de faire de l'argent sur ça. Après chacun fait ce qu'il veut dans la vie et voit l'éthique comme il souhaite. Moi, je trouve que ce concept, il est incroyable, parce que là, en plus, on est en train de le développer à Paris, dans le Marais, et non, j'y crois vraiment, je trouve ça vraiment bien. Et puis, encore une fois, travailler avec des entreprises qui
qui ont ces valeurs-là, les valeurs que l'on partage nous-mêmes, je pense que ça donne vraiment le moteur dont on a besoin tous les jours pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant et aussi pour faire face aux difficultés, parce que les difficultés, il y en a. Chaque fois, on me dit, Thomas, t'as dû voir des difficultés. En fait, j'en vois une par heure, des difficultés quasiment. Au quotidien. Oui, au quotidien. Tout type de difficultés, donc il faut savoir faire face à ça. Parfois, on peut se dire que le métier de gérant, c'est juste résoudre les problèmes. Parce que des problèmes, il y en a plein. Après, il faut essayer de structurer. Donc en ce moment, je suis plus dans la période d'essayer de structurer parce qu'il y a plusieurs entreprises. Donc il faut déléguer, structurer. Et je ne peux pas tout faire, bien sûr. Donc il faut bien embaucher. Ou lorsqu'on embauche mal, parce que ça arrive aussi, s'en rendre compte le plus rapidement possible. Puis voilà. Et si tu me permets, on va vite faire revenir sur Coco Friendly. On parlait de ce business model qui était novateur et surtout très important vu les enjeux actuels au niveau RSE. Qu'est-ce qui distingue Coco Friendly d'une des grandes marques de la fast fashion? Beaucoup de choses. En fait, je pense que rien n'est en commun, outre le fait qu'on vend un produit, un vêtement qui paraît être le même entre, par exemple, deux chemises. Ouais. Mais que je pense que déjà, Coco Friendly, c'est une toute petite structure, c'est une entreprise à taille humaine qui, avec l'idée de Juliette, a embauché quand même 4 personnes à Lille et pour l'instant 2 personnes à Paris, donc c'est déjà pas si mal. Et en fait, de la fabrication au produit à sa commercialisation, rien n'est identique. C'est-à-dire, c'est fabriqué avec des produits qui sont naturels ou c'est recyclé. Ou alors, par exemple, du coton bio qui utilise 1000 fois moins d'eau que du coton conventionnel. Rien que de la fabrication du produit à la commercialisation. Et pourquoi je dis la commercialisation? Parce qu'il y a aussi, lors de la fabrication, lorsque nous, on achète le produit, par exemple, à la marque qui le fabrique, le coef de la marque qui le fabrique, il est éthique dans le sens où il est à son juste prix, à sa juste valeur. Nous, on l'achète à un montant et on le revend à un autre. Et le coef, il est juste ce qu'il faut pour pouvoir être rentable et développer la structure. J'ai déjà vu des magazines sur, par exemple, des grandes marques de fast fashion où ils ont des coefs de x80, par exemple. Wow. Alors que nous, on est entre 1.5 et 2.5, pardon, et puis 6, 2.7. Donc, c'est de hors taxe au TTC, parce qu'il y a TVA quand même de 20% à retirer. Et puis, payer toutes les charges fixes qui vont avec. Donc, non, ça strictement rien à voir. Et aussi sur le côté durable du produit. Et en fait, quand on va dans un commerce comme Coco Friendly, alors je ne sais pas si je suis totalement déformé, mais quand je vais dedans, j'ai vraiment l'impression que l'atmosphère est différente. C'est-à-dire que ça sent le naturel, on s'y sent bien, les ondes sont positives. Moi, franchement, par exemple, chez H&M ou chez Zara, je trouve que ça sent le chimique. Il y a un proverbe en Chine qui dit si on veut connaître la couleur de la mode, il faut regarder la couleur de la rivière. Quand même, on est arrivé à ce point-là. C'est quand même bien dommage. Et donc, non, tout est. En plus, c'est selon des labels. Et tu t'as parlé de greenwashing, mais les labels il n'y a pas de label en fait pour ces grosses structures où c'est des faux labels. Nous, il y a des labels qui sont quand même contrôlés tous les ans, tout le temps. Qui ont une vraie identité, qui veulent vraiment dire quelque chose. Et après, on le voit lorsqu'on porte les vêtements. Je ne sais pas si vous avez déjà porté du chanvre, par exemple. Du chanvre? Ouais, comme matière. Non, porte un t-shirt en chanvre, il fait 30 degrés, tu verras la grosse différence. Il fait plus chaud. C'est thermorégulateur. Quand il fait chaud, t'as froid. Quand il fait froid, t'as chaud. Et puis, ça t'empêche de transpirer autant. Okay. Tu dors avec un coton bio ou même avec du chanvre, les nuits, elles sont un peu plus légères. Ouais. Parfois, moi, je remets des vieux t-shirts synthétiques pour dormir, parce que voilà, je vais pas les jeter. Ouais. Mais c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Rien que le lin, le lin, je suppose que tu en as déjà porté. Ouais. Tu vois quand même aussi... c'est confortable. La France, c'est un gros producteur de chanvre. Et ça, on oublie, mais on peut l'utiliser aussi pour
pour le prêt-à-porter. Et toi qui aimes beaucoup l'île ou même ton pays, la France, est-ce que tu te vois créer une marque 100% made in France, vu que tu dis d'ailleurs même qu'on fait beaucoup de chanvre ici? Ouais. Là, Coco Friendly, on est en train de lancer notre propre marque parce que c'est une boutique de multimarques, en fait, en référence des marques. On est en train de sortir nos propres modèles avec un designer, un artiste qui était l'ancien barman du Café Peacock, qui était barman et aussi artiste, mais il était auto-entrepreneur. Et je l'avais missionné là-dessus parce que c'était une autre facette de ses compétences qu'il voulait mettre à profit. Et puis, donc, il a designé quelques super t-shirts qu'on a produits. Et donc, oui, l'idée avec Coco Friendly, c'est de lancer notre propre marque. On va essayer de produire en France. C'est pas toujours évident parce que ça atteint des montants de prix public qui sont assez élevés. La main-d'œuvre. De main-d'œuvre. Donc, c'est pas toujours évident parce qu'après, il y a le marché. Et le marché, c'est compétitif. Il faut avoir des prix qui soient accessibles. Si on a des produits excellents en termes de qualité, de durabilité et puis éthique, mais qu'à la fois ils ne sont pas accessibles en termes de tarifs, c'est compliqué. On ne peut pas les vendre. Et là, l'idée de Coco Friendly, c'était aussi de démocratiser ce côté-là. Souvent, les gens confondaient la mode éthique avec le côté un peu même ethnique, quelque part. Ils voyaient que c'était un peu cool, alors que pas du tout, en fait. Il y a moyen, avec Coco Friendly, de s'habiller très mode, en fait. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois les retours du marché? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que les gens ils y adhèrent ou il y a un peu plus de gens qui sont pas trop intéressés? Écoute, non, les retours clients sont géniaux. On a notamment sur la qualité des produits, donc ça c'est super bien. Et d'ailleurs, il y a aussi de plus en plus de marques qui se lancent, donc ça montre bien que. Et puis après, il y a le système de l'offre et de la demande, et de la demande et de l'offre. Plus il y aura quelque part d'offres, il y aura aussi de la demande qui va suivre. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs autour de la mode éthique, ça va être favorable parce que les gens vont se diriger, un peu comme la nourriture bio. Il y en a de plus en plus maintenant qui se dirigent vers ce genre de nourriture. Il y a beaucoup plus d'offres et plus de gens qui se dirigent. Et non, c'est quand même favorable. Alors, on a créé en 2019, donc ça fait 5 ans maintenant. On a lancé notre deuxième boutique aujourd'hui parce que la première fonctionnait bien. Alors, c'est pas le gros carton parce que c'est comme beaucoup de travail tous les jours. Et puis, on travaille avec des marges qui sont quand même assez faibles, donc ça ne libère pas non plus énormément de profit pour pouvoir se développer rapidement. Maintenant, non, tout est accueilli, super bien accueilli et accueilli favorablement, je voulais dire, mais non, le marché est encore porteur, et je suis persuadé que c'est ce vers quoi va se diriger, quand même le prêt-à-porter, la cosmétique dans les années qui arrivent, c'est sûr. Tu te vois bien t'implanter un peu partout dans la France à long terme? Coco Friendly, ouais, pourquoi pas, ouais. Après, c'est beaucoup d'opportunités de locaux. Il faut quand même saisir des opportunités, des locaux qui sont accessibles pour nous, avec un loyer pas trop élevé, bien situé. Donc, ça va dépendre. Paris, ça fait quand même 2 ans qu'on souhaite y aller. Et là, Juliette a trouvé le local excellent pour nous. Donc, parfois, on cherche le local parfait, on ne le trouve pas. Et donc, je dis qu'il faut avancer quand même et essayer d'en trouver un autre. Mais il y a un minimum. Il ne faut pas être trop mal situé. Il faut quand même répondre à certains critères. Tous les critères, c'est pas possible. On ne le trouve jamais. Mais il faut quand même qu'ils répondent à des critères bien définis. Bien définis pour pouvoir faire le développement. Et quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés en gérant toutes les activités que tu as aujourd'hui? En ce moment, c'est structurer l'ensemble des entreprises. C'est un gros défi parce que il faut embaucher des postes par exemple, comme secrétariat, comme comptable, des postes des missions que je fais tous les jours avant. Okay. Et c'est pas forcément des postes qui rapportent tout de suite, c'est pas comme un commercial ou comme un vendeur. Donc, en fait, c'est un investissement pour pouvoir se structurer, pour pouvoir se développer. On doit aussi embaucher quelqu'un qui fait un technicien supérieur, par exemple, pour la maintenance. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une poignée, une porte qui est réparée, c'est moi qui dois la réparer. Ou même l'ordinateur d'un salarié, c'est nous qui devons le réparer.
Donc là, c'est vraiment c'est un sacré défi parce que lorsqu'on se développe comme ça, il faut quand même bien se structurer, ça prend du temps et c'est pas toujours évident. Après, et en défi, chaque nouvelle structure, c'était de trouver les clients. C'était pas... J'ai jamais monté d'entreprise qui cartonne du jour au lendemain. Il y en a qui ont fait ça, qui ont créé une boîte et c'était le carton dès l'ouverture. Moi, c'était juste le fruit de travail de tous les jours, de petits trucs tous les jours. Il a fait qu'avec le temps, ça commence à fonctionner. Tradibalade, je te dis, je faisais un client toutes les 2 semaines. La boutique de souvenirs, première année, on n'a même pas fait 100 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est rien pour un commerce dans le centre-ville de Lille. Aujourd'hui, on fait 5 fois ça. Donc, c'est petit à petit. Après, non, mon défi, de gros défis, oui, c'est d'essayer d'avoir des locaux qui paraissent inabordables a priori. Et en fait, avec de la négo, posteriori, c'était accessible. Et comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu gères ton temps? Parce que tu as quand même 9 activités et tu n'avais que 24 heures dans une journée. Comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir gérer tout ça au quotidien? Ben, en recrutant. Non, maintenant, on est fiche de paie, il y a plus de 80 personnes dans l'ensemble des entreprises. Plus de 80 employés en tout et pour tout. Donc, ça commence à faire... Et là, avec l'entreprise à Paris, donc il y a 2 personnes, voire 3. Et avec mon frère Romain, on vient de prendre un local Grand Place où on attend 30 salariés pour faire un restaurant bas. C'était l'ancien Marionneau qu'on vient de reprendre. Donc, on a un peu de travaux à faire. Et après, on va lancer le restaurant. Le restaurant bas. Non, c'est... alors, au début, j'embauchais des personnes avec lesquelles j'étais en relation directe. Par exemple, un serveur, un conducteur guide pour les 2 shows. Et maintenant, j'embauche plutôt des managers. Je suis en lien avec les managers et eux embauchent leur équipe. Donc, c'est impossible pour moi parce que une équipe, ça se manage. Ouais. Il faut faire des rendez-vous toutes les semaines, toutes les 2 semaines, des briefing, briefing. Ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui est amélioré. C'est impossible de faire ça sur autant de personnes. Donc, c'est déjà bien s'entourer avec les associés que j'ai, comme Juliette Garbi et mon frère Romain. Donc, c'est une équipe, c'est un cercle avec on a entièrement confiance l'un envers l'autre. Et après, les responsables des équipes. Par exemple, pour le Peacock, j'ai un responsable jour, un responsable soir et j'ai un chef de cuisine. 3 personnes en qui j'ai entièrement confiance. Et eux s'entourent des équipes. Ensuite, ils font leur propre recrutement. Donc, comment je gère tous les jours? Oui, j'ai que 24 heures. Je te rassure, je ne travaille pas les 24 heures. Non, en ce moment, je travaille même peut-être, on va dire, en termes de temps, moins qu'avant. Parce qu'avant, je faisais tout le temps. Je travaillais tous les jours, de 8 heures, je crois que j'ai déjà fait 115, 120 heures par semaine. Parce que je faisais le site internet moi-même le soir en rentrant chez moi. Je n'embauchais pas les sites internet, c'était moi qui les avais fait. Donc, il fallait apprendre Et puis, même comme je n'étais pas spécialiste des sites internet, il fallait apprendre à le faire. Les tutos. Donc, juste essais-erreurs à tâtonnement comme ça sur le WordPress. Merde, j'ai fait une gourde. Mince, faut que je fasse une restauration du système parce que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Ouais. Ça prend beaucoup de temps à essayer de tout faire soi-même. Et donc, pour ça, c'était un peu compliqué. Après, non, aujourd'hui, je pense que je travaille en termes d'heures, je travaille un petit peu moins. Bon, il y a plus de responsabilités, plus de conséquences, mais je travaille un petit peu moins qu'avant. Et tant mieux, j'ai besoin d'un peu d'une pause aussi. Et il y a bien des moments où j'ai senti que j'étais... alors, j'ai de la chance d'avoir des limites de travail qui sont un peu au-dessus de la moyenne, mais je les ai atteints quand même. Et à un moment, je me suis dit... un jour, je pense que j'étais pas loin du burn-out. Je ne l'ai pas atteint, et heureusement, et je pense que j'ai su trouver cette limite. Et je me suis dit, il faut que j'embauche, en fait. Et c'est là où j'ai embauché la première personne pour la boutique de souvenirs. Parce que c'était devenu un peu intenable. Et j'ai pris des vacances et je suis parti. Et à l'issue de mes 2 semaines de vacances, je suis parti avec un copain en Amérique du Sud pendant 2 semaines. Et quand je suis revenu, je voulais absolument embaucher. Donc j'ai embauché la première personne. Et parce que j'étais vraiment à la limite. Et plusieurs fois, j'ai senti une sorte de limite qui était quasiment... Et là, je prends mon short, mes chaussures et je vais courir le plus longtemps possible. Et quand tu reviens, tu es tellement
épuisé que ça va mieux, quoi. Ça aide à changer les idées. Ouais. Et donc non, là c'est de l'organisation et faire confiance. J'ai une équipe qui travaille d'enfer et c'est eux qui travaillent sur leur mission en fait. Et moi mes missions aujourd'hui c'est plus le développement. Donc non, il y a une équipe qui est en place. Pour ça que c'est plus structuré. Et encore, là, je souhaite encore développer les structures avec ce restaurant-bar qui va arriver, plus les autres affaires que j'espère qui vont arriver par la suite. Donc, c'est continuer de structurer. Aujourd'hui, il y a des managers. Peut-être un jour, il y aura des directeurs de managers. Ouais. Voilà. Mais bon. Là d'où moi je viens, en général, on dit qu'il faut éviter d'investir en famille parce que ça peut amener des discordes entre membres d'une même famille. Mais toi, tu es une exception. Quel conseil, ou du moins, vu que tu ne veux pas trop donner de conseils, comment est-ce que pour toi, on trouve un bon associé? Déjà, il faut avoir... je pense que ça, il y a un côté feeling déjà. Il y a un côté un peu qui s'explique pas, subconscient, qui fait que soit on a le feeling ou soit on ne l'a pas. C'est au départ. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, bien sûr, c'est la communication. C'est mon frère, avant de s'associer pour le Café Peacock, on a fait une réunion. C'est bizarre à dire comme ça, mais on a fait une réunion au bureau à la boutique de souvenirs, et on a mis carte sur table. Voilà ce qui n'a pas été, parce qu'on on s'était associé pour la boutique de souvenirs, mais il était juste associé, et juste, c'est déjà beaucoup. Il était associé, mais il n'était pas dans l'activité. Donc il exerçait, il n'y avait pas de tâches, il dépannait de temps en temps. Il n'avait pas de tâche puisqu'il était salarié à côté. Mais comme c'était une idée qu'on avait eue à deux, et on avait décidé par principe de s'associer comme ça. Et donc il avait moins de parts, et puis moi j'avais plus que... On a fait 25-75%. Mais là, c'était décidé 50-50 avec beaucoup de tâches. Il a arrêté son travail. C'était le qui fait quoi, très important. En fait, d'établir le qui fait quoi, c'est une des choses les plus importantes. Énormément communiquer et quoi faire si ça ne fonctionne pas. Donc oui, il y a ce côté feeling, il y a mettre carte sur table. Et après, il faut se faire confiance. Et surtout, après, ça dépend aussi du caractère de chaque personne. Mais nous, on a une nature franche. C'est-à-dire, moi, il y a un truc qui ne va pas, je le dis. Direct. Alors, parfois, je le dis direct. Parfois, ça me vaut... des problèmes. Je m'apprécie un peu moins au travail. Mais au moins, tout ce que je leur dis, je ne vais pas dire autre chose à leur dos, je le dis toujours direct. Et aussi, aujourd'hui, on a beaucoup moins de temps de mettre les pincettes. J'ai pas le temps de... Je leur dis souvent en rendez-vous, je suis désolé, parfois, je vais être un peu franc. Tu vas dire, Thomas, il ne met pas les formes. Voilà, parfois je suis désolé, je vais le dire franchement parce que j'aurai pas forcément le temps. Quand on se verra après en réunion, je t'expliquerai, on t'expliquera et tout ça. Il faut pas le prendre sur soi. En fait, il faut vraiment prendre les remarques comme étant constructives. Elles paraissent pas a priori toujours constructives au premier coup, mais le but c'est qu'elles soient constructives. Sinon, ça sert à rien de faire une remarque pour faire une remarque et de dire ce que tu as fait c'est bidon et que t'es mauvais. C'est pas constructif, ça sert à rien et c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Il faut rechercher l'intérêt de l'entreprise et pour ça, il faut essayer de faire ces remarques le plus constructives possible. Et dans la relation avec mon frère, on se dit les choses franchement. Parfois, on n'est pas d'accord et on fait confiance à l'autre. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire non, je crois pas, mais bon, si tu penses, ok, on fait comme ça. Et puis ça n'a pas marché, ouais, c'est tout, au moins on a essayé. Et l'inverse, parfois, il me fait non, il faut se faire confiance. En fait, c'est difficile à expliquer en fait pour répondre à ta question. Parce que je pense que ça doit être fait très naturellement. C'est naturel. Il faut le sentir en fait. C'est aussi un peu d'instinct. C'est un peu quelque part quand on se met en couple, c'est un peu la même chose aussi. Justement, il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas. Mais je pense que dans un couple, c'est aussi très important la communication. Donc là, l'idée, c'est de bien... Ouais. Et est-ce que une forte concurrence dans un domaine en particulier devrait freiner un entrepreneur? Toi, tu as entrepris dans la restauration, un domaine très concurrencé. En général, lorsque les gens essaient de se lancer dans quelque chose et qu'ils voient que quelqu'un le fait déjà, ils se disent « Ah non, lui, il le fait déjà. Lui, il le fait déjà. Non, si je viens, j'aurai peut-être pas ma part du gâteau. » Mais est-ce que la concurrence, finalement, ça devrait freiner ou c'est peut-être plutôt un facteur qui montre en fait qu'il y a un marché et qu'il y a de l'argent à se faire? Alors, s'il y a déjà des acteurs existants dans le marché, normalement, ça montre qu'il y a un marché. Donc, après, à savoir si le marché il est assez gros pour supporter de nouveaux acteurs,
Ça, il faut voir. Après, la meilleure façon de le voir et de le savoir, c'est de le faire, c'est d'essayer. Si on y croit et si on est inspiré par ce projet, parce que le projet, il y a finalement, il n'y a pas que le produit en lui-même, que l'idée et que le concept, il y a aussi ce qu'on en fait. Parce que la même idée, la réalisation, elle peut être 1000 fois différente. En fonction, c'est quoi McDonald's, par exemple, c'est des burgers, mais celui qui a l'idée de faire des burgers, ok, mais est-ce qu'il va faire McDonald's? C'est pas dit. Donc parfois, l'idée, la même idée, ça peut être réalisé 1000 fois différemment. Et donc, il faut voir encore la réalisation, l'équipe qui est associée, les valeurs qu'on ajoute au projet. Il faut voir la chose. Mais pour répondre à ta question plus concrètement, je pense que si on y croit, si on est inspiré, il faut le faire. Mm-hmm. Qu'importe s'il y a de la concurrence, parce qu'il y a moyen de faire peut-être différemment, mieux, en créant de la valeur, mieux situé, avec un meilleur service client, avec des produits peut-être plus qualitatifs. Enfin, il faut aussi trouver son positionnement. Ça, après, c'est du marketing aussi. Il faut aussi voir son positionnement, politique de prix. Faut voir le truc. Nous, pour le coup, on s'est installé dans la restauration, place Riour, où le voisin de gauche, comme le voisin de droite, comme le voisin d'en face, sont des concurrents. Bon, le voisin d'en face parce qu'on l'a racheté, mais comme les autres voisins, c'est des concurrents. Okay. Et donc, l'idée, c'était de comment faire pour se différencier dans ces trucs qui est très concurrencée. Et nous, on avait décidé, justement, on s'était dit, tiens, c'est une rue qui est bien concurrencée, c'est blindé de monde, mais on trouve que les acteurs sont dévalorisés leur travail, parce qu'ils travaillent tous les jours, donc je dévalorise pas ce qu'ils font. Mais c'est juste qu'on s'était dit qu'il y avait un créneau pour faire, par exemple, des produits frais, faits maison, et plus qualitatifs à présenter aux touristes ou même aux locaux. Faire un peu moins de shots, essayer de faire sur la qualité pour que les gens puissent revenir. Et en fait, quand on s'est lancé, on a eu quand même une réponse du marché favorable. Et aujourd'hui, ça fonctionne. C'est un des établissements qui fonctionne le mieux, Place Rio. En plus, c'est une rue très fréquentée. Très fréquentée. Mais, et après, il faut quand même un peu étudier le marché avant de se lancer, parce que peut-être que, par exemple, alors vous allez rigoler si je dis ça, parce que c'est en ma faveur, si demain quelqu'un s'installe pour Tradibalade, par exemple, faire des visites touristiques en notre véhicule juste à côté, je ne suis pas sûr que le marché soit assez gros pour deux acteurs. Je pense qu'on va se batailler le marché entre nous. Et il va prendre une part du marché, c'est sûr. Peut-être la moitié de la nôtre. Et on fera 50-50 chacun. Ou peut-être que ça va être développé un petit peu, c'est-à-dire sur 100 aujourd'hui, et ça va peut-être arriver à 140. On aura 70 chacun, peut-être. Ou 80-60, j'en sais rien. Mais ça dépend du travail, du sérieux de lui comme de nous. Mais je ne suis pas sûr que, en tout cas aujourd'hui, il soit, au moment où il est aujourd'hui, il soit assez développé pour deux acteurs. Après, le marché, il peut se développer. C'est-à-dire, tu posais la question tout à l'heure sur la mode éthique. Je pense que le marché de l'année prochaine, il sera encore différent de celui de cette année. Je pense que le marché du tourisme à Lille, il va être encore différent dans 5 ans que ce qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, il est différent d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il y était il y a 10 ans, quand j'étais le seul acteur. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs dans le marché du tourisme à Lille, alors que Tradibalade, c'était le premier avec le bus de l'Office du tourisme. Il n'y avait rien pour visiter la ville à l'époque. Il n'y avait pas les rallye-pédages, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait rien. C'est bien développé. Donc le marché se développe aussi. Donc maintenant, lorsque les entrepreneurs ou les porteurs de projets montent un business plan et sont un focus sur l'étude de marché, sur le côté très théorique, moi je réponds toujours la même chose, c'est que si tu es inspiré, si tu as envie de savoir, fais-le. Et puis voilà. Il n'y a qu'une façon de le faire. C'est un essai, ouais. Parce qu'après, on a toujours ce petit diable sur l'épaule qui va dire en fait, c'est ça que j'aurais dû faire, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je n'ai pas fait ça il y a 5 ans, mais je ne l'ai pas fait? Non, alors après, il faut le faire avec nos moyens. Si on n'a pas envie de... Il faut limiter, il faut essayer de le faire petit, par exemple. Et si on voit que ça prend, essayer de grossir rapidement. Et du coup, toi, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise au cours de cette carrière de gérant de toutes ces sociétés? La meilleure, selon toi, leçon.
C'est difficile à répondre parce que il y en a beaucoup. Mais si je devais en ressortir qu'une seule, je pense vraiment, et d'ailleurs j'en étais convaincu d'ailleurs avant de le faire, c'est que le travail finit toujours pas payé et que le travail amène le travail. Quand tu parles de marché et que je te parlais d'offre et de la demande, et c'est vrai que le fait de le développer qu'un nouveau acteur, ça va peut-être développer le marché. Le travail amène le travail. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ça fonctionne pas tout de suite que ça va pas fonctionner après. En fait, c'est souvent le fruit de plein de petits efforts, de plein de petites habitudes qui font et que ça va fonctionner. C'est-à-dire un restaurant qui soit propre, il faut que la mise en place elle soit bonne, à la bonne heure. Il faut que la team ait prévu de se prendre le bouillon comme de ne pas se prendre le bouillon, quoi faire, on ne sait jamais. D'accueillir chaque personne qui regarde le panneau, d'aller les voir. Lorsque les gens s'installent, c'est de proposer à chaque personne entrée, plat, dessert, boisson. Quand la boisson est finie, d'en proposer une deuxième. Et puis de mettre les formes dans tout cela. Mais c'est de tenir cette rigueur tous les jours. C'est là la difficulté. C'est la différence entre Cristiano Ronaldo et puis Ben Arfa. Cristiano Ronaldo, le gars, c'est un bosseur. Ouais. Tous les jours. Et finalement, en faisant ça, c'est sûr que ça fonctionne. C'est sûr. Et quiconque, de toute façon, ceux qui réussissent, c'est que des gens qui travaillent. Et c'est pas une phrase comme ça de bouquin. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses. C'est que, et peut-être parce que je suis pas un génie et que je suis pas la personne la plus intelligente, c'est juste que moi, ça a fonctionné comme ça. Ouais. C'est que Après, il faut essayer de travailler intelligemment. Ça sert à rien de travailler pour travailler. Il faut aussi savoir se reposer. Il faut savoir trouver un équilibre, avoir une vie perso, faire du sport, trouver son équilibre, c'est très important parce qu'un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. Je vois que tu es plutôt bien musclé et qu'a priori, tu te lances aussi. Et donc, cet équilibre, c'est important. Ouais. Et de toute façon, c'est pareil, quand tu fais du sport, ça te donne envie de faire encore plus de sport. Quand tu fais de la muscu, je vois tous ceux qui vont à la salle, mon associée Juliette, elle va à la salle quasiment tous les jours. Au début, elle y allait un petit peu, ça lui a donné encore plus envie. Et en fait, elle travaille son état d'esprit tous les jours. Boum, boum, boum. Ça lui donne cette rigueur, ça lui donne ce côté hyper sain qui fait que ça lui donne envie et ça donne confiance en soi. C'est... parce que tout à l'heure, je parlais des échecs, mais il y a aussi la réussite. Une réussite, ça donne confiance, punaise. Punaise, j'ai réussi à faire ça, alors je ne pensais pas réussir à le faire. Je l'ai fait, c'est génial. Maintenant, on va essayer de voir encore un peu plus gros. Et encore un peu plus gros. Et puis voilà. Comme le fameux dicton le dit, rien n'est impossible à qui s'en donne les moyens. Exactement. C'est sûr que... non, et puis à chaque problème, il y a plusieurs solutions. Tout ça pour dire qu'il faut réfléchir, en fait. Et c'est surtout faire face à la difficulté. Il y a une difficulté, c'est un challenge. C'est le voir comme un challenge. Pourquoi ? De toute façon, on le voit quand on travaille. Moi, je le vois aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je vois tout de suite la différence entre les gens qui voient la difficulté comme un challenge et les gens qui voient la difficulté comme un frein. Non, la difficulté, c'est pas un frein, c'est un challenge. Il faut le voir comme ça. C'est comment faire. Et c'est ça qui est d'ailleurs intellectuellement plus intéressant dans le métier. C'est comment faire pour... tiens, j'arrive pas à me faire comprendre avec ce salarié-là, par exemple. J'arrive pas, ça ne matche pas, il ne comprend pas ou il ne comprend pas l'intérêt que ça a de cette mission-là pour l'entreprise. C'est à moi de trouver un système pour qu'il comprenne. Donc, c'est un rendez-vous. J'ai pas réussi à me faire comprendre auprès du premier rendez-vous. C'est un deuxième rendez-vous. C'est essayer de voir, c'est de trouver une autre tactique. Trouver quelque chose. Donc, c'est de faire face aux difficultés parce qu'il y en a tous les jours. Et puis, et encore une fois, c'est une opportunité de pouvoir se démarquer. Et une fois que c'est arrivé, et d'ailleurs, quand on a des difficultés, on se dit aussi, c'est aussi pour ça. Moi, un jour, je me souviens, pendant un moment, il y a quelques années, je me plaignais beaucoup des salariés auprès de mon entourage. Je disais, punaise, ça fait chier. Ils sont chiants, pourquoi je dois le dire 25 fois et c'est toujours pas fait. Ça, et pourquoi ils ne le font pas? Et en fait, je me suis dit qu'on a les salariés qu'on mérite. Et donc, c'est que j'ai vraiment été mauvais, soit dans mon recrutement ou soit dans mon management. Donc, j'ai essayé de mieux recruter et j'ai essayé de mieux m'entourer et de mieux manager. Parce qu'on
on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ouais. Donc, c'est à nous de bien nous entourer. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui est d'enfants, dans tous les postes, partout. Et je suis super content. Et après, c'est souvent une histoire de cycle. C'est qu'aujourd'hui, tout va bien, et peut-être qu'après, ça ira un peu moins bien. Et là, il faut prendre une limite à la rigolade, parce que ça peut... En fait, il ne faut pas trop s'en faire. Il faut aussi... je travaille avec un gars qui fait les travaux dans tous les établissements que j'ai fait, tous les commerces. C'est lui qui a fait tous les travaux à chaque fois. Il s'appelle Pierre-Alexandre et c'est une star. Le gars, il voit... au début, quand je faisais appel à des entrepreneurs pour faire les travaux, il me disait « Ouais, non, mais ça, c'est pas possible, c'est compliqué. Là, t'as du torchis, si tu le retires, il y en aura partout. Nanana, et nanana. » Alors que Pierre-Alexandre, je lui dis « Il y a ça, il faudrait faire ça. » Il dit « Bon, il voit challenge, il voit opportunité. Il se dit « Tiens, super défi, moi, je vais le faire. » Et à chaque fois, il réussit tout ce qu'on veut. Ouais. À chaque fois, il est trop fort. C'est une star. Et s'entourer de personnes comme ça, c'est très positif pour l'état d'esprit, en fait. Et voilà. Très important de s'entourer de bonnes personnes. Oui, des personnes qui sont positives. Ouais. Et ça, c'est... En fait, c'est primordial. En plus, nous, on est dans un pays où, quand ça parle d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de pessimisme. Exactement. Et c'est... Là, ça fait 8 mois que tout le monde parle de la météo. Et si on parle de la météo parce qu'il pleut alors qu'on est à Lille, il faut arrêter. Moi, je parle jamais de la météo. Il pleut. Surtout sur les choses sur lesquelles on ne peut rien faire. On n'a pas de ficelle, on n'a rien. Donc, on ne peut rien faire sur la météo, on ne peut rien faire sur... Non, il faut être optimiste. Et après, il faut être sceptique aussi. C'est quand même encore différent. Il faut rester lucide. C'est important. Mais c'est très important de bien s'entourer et aussi de la situation, l'environnement dans lequel on travaille. Je vois par exemple l'environnement ici dans lequel vous travaillez, c'est génial. Et ça donne un bon état d'esprit. Les gens avec lesquels vous travaillez, moi je trouve que il faut garder cet état d'esprit, c'est super bien. L'environnement d'une personne, je pense que ça fait, je sais pas combien de pourcentage. Mais c'est très important. Ouais, c'est très important. Ouais. Tout à l'heure, dans la discussion, tu parlais de bouquins. Je dois en déduire que tu es un grand lecteur. Je suis pas un très grand lecteur, dans le sens où je lis pas un bouquin par jour. Ouais, bien sûr. Mais je lis quand même assez régulièrement. J'essaye de le lire quotidiennement, si ce n'est que quelques pages, juste comme ça. C'est une habitude que je me suis donnée. Et parfois, j'ai un peu moins de rigueur et ça m'arrive de pas lire pendant 2 semaines, 3 semaines par exemple. Mais j'essaye de tenir ce truc. C'est surtout en revanche que je lis des bouquins de développement personnel depuis toujours. Ok. Depuis, je pense que c'est les seuls bouquins qui m'ont intéressé quasi. J'ai dû lire que 2 ou 3 romans dans ma vie. Et depuis que j'ai 15 ans, à part les romans ou les autres livres où t'es obligé de lire quand t'es au collège ou au lycée. Ouais. Mais en dehors des livres que j'étais obligé de lire, je pense que j'ai dû en lire que 3 ou 4 de romans. Tout c'est que du développement personnel. Et ça t'a servi? Ça m'a servi en regardant un de tes podcasts. Ouais. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui faisait beaucoup allusion sur la richesse et la pauvreté. Père riche, père pauvre. Et je pense qu'il a lu Père riche, père pauvre. Ah, tu parles de Smal. Si. C'est certain, en écoutant 3 phrases du podcast, je me suis dit, lui, il a lu Père riche, père pauvre, c'est certain. Et d'ailleurs, il l'explique très bien. C'est un bon podcast là-dessus, sur ce point-là, parce que il y a différents types de richesse et différents types de pauvreté, bien sûr. Et c'est vrai que il parle aussi des actifs. Ouais. Donc actif-passif. Actif-passif. C'est très important. Ouais. Mais non, c'est des bouquins de développement personnel, j'en ai lu beaucoup. Et tu pourrais nous partager un top 3 de recommandations? Top 3 de recommandations. Ouais. Du coup, le Père riche, Père pauvre, qui est très bien. Il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle c'est en anglais, Ask More, Get More. Ask More, Get More. Ask More, Get More. Okay. C'est un gars qui explique en fait, il négocie tout à moins 20%, quasiment. Tout à moins 20%, partout, tout le temps. Et je trouve que... alors, ça, c'est sur le côté financier, mais après, il demande plus aussi à ses amis. Il demande plus à sa famille. Et en fait, il explique qu'il élève les gens grâce à ça. Et, il arrive à s'élever lui-même, et en fait, les gens le remercient après pour cela, parce que ça permet de surpasser les gens. Donc, Ask More, Get More. Et il y en a un que j'ai... Alors, il y en a même encore 2 autres que je vais communiquer. Il y en a un qui s'appelle
de Napoléon Hill. Réfléchissez, devenir riche. Exactement. Que j'ai acheté pour le titre. Parce que pour une fois, c'était pas un titre devenir riche facilement, devenir riche sans rien faire, devenir riche en 3 minutes. Ouais. Là, c'était réfléchissez et devenir riche. Et les chapitres sont incroyables. Et tu l'as lu? Ouais, si, je l'ai lu. Ouais. Napoléon Hill, il est sorti d'excellents bouquins. Et après, il y a un bouquin qui est sur le développement personnel, qui est un best-seller qui, je pense, tout le monde devrait le lire. Tout le monde, si ce n'est au moins pour les relations personnelles, qui s'appelle... Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Exactement. J'étais sûr que c'est celui-là que tu allais dire. Et celui-ci, d'ailleurs, dans la préface, il recommande de le lire tous les mois. Moi, je l'ai lu 3 fois. Depuis que la première fois, j'ai dû avoir 16 ans ou 17 ans. Et c'est un bouquin qui... Alors, le titre n'est pas exactement ce qu'est le bouquin en lui-même dans le fond. Il n'est pas vendeur du tout. Il n'est pas vendeur, c'est se faire des amis. Et les gens se disent, ouais, moi j'ai des potes, c'est bon, je passe dans le lire ce livre. Mais c'est surtout comment améliorer les relations humaines. Comment ne pas tomber, par exemple, ça rejoint un peu les accords de Toltec aussi, pas tomber dans la critique, enfin tous ces jeux-là. Ce bouquin, il est très bien fait. Et moi, j'ai une anecdote concernant ce bouquin. C'est l'un des premiers bouquins que j'ai lu. Je me rappelle, à l'époque, j'avais même pas d'argent. J'avais demandé à mon frère de me l'acheter. Et quand je lui ai dit, achète-moi ce bouquin, il commençait à s'inquiéter parce qu'il se disait, j'ai pas d'amis. Genre, il se demandait qu'est-ce qui n'allait pas, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter ce bouquin? Je me rappelle que j'avais vu... Moi, je suis beaucoup d'infopreneurs sur YouTube, tu vois, ceux qui font des vidéos sur le business, tout ça. Et j'en avais vu un qui s'appelle Théophile Huillet qui avait fait une recommandation là-dessus. Il avait fait je pense, son top 15 de bouquins et tout ça. Et la description qu'il avait donnée de ce livre m'avait séduite. Et du coup, je m'étais dit, bon, vas-y, je vais essayer. Et puis voilà. En sachant que de base, je suis quelqu'un qui n'aimait pas lire. Mais effectivement, ce qui est bien avec ces livres de développement personnel, c'est que voilà, tu apprends des connaissances que dont tu peux te servir dans la vie de tous les jours. Exactement. Et voilà, c'est super intéressant de... Après, il y a une revue que j'apprécie et que je lis énormément souvent depuis peut-être 5 ans. C'est des mensuels de Harvard Business Review. Ils sortent souvent par exemple, l'art de négocier, l'art de savoir parler en public. C'est en anglais? Du parfait orateur. Non, c'est en français. Ok. Et je trouve que ces bouquins, ils sont vraiment extrêmement bien conçus. Et pour négocier, j'ai appris énormément de choses sur le pouvoir de la négociation là-dessus. Et ils sont vraiment très bien faits. Tous les mois, ils sortent un nouveau modèle, les Harvard Business Review. Et ils ont une page de couverture la couleur change tous les mois. Soit vert, soit jaune, mais c'est toujours des couleurs un peu vives. Et ils sont vraiment très bien faits. Ah, c'est super intéressant. Je jetterai un coup d'œil. Pour toi, est-ce que tu estimes avoir réussi dans ta vie? Alors, c'est une bien grande phrase. Je pense que je pourrais y répondre quand j'aurai 80-85 ans. Et j'espère y répondre favorablement. Si demain, tout ce que j'ai créé s'effondre, alors j'ai fait en sorte pour que ça s'effondre plus difficilement que d'un simple coup de vent. C'est la raison pour laquelle j'ai diversifié, parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Et là, j'ai aussi, on lance à Paris pour pas non plus être câline, pas faire que des restaurants, mais aussi d'autres. Donc, j'ai fait en sorte pour construire quelque chose de solide. Mais si malheureusement tout s'effondre, ce sera difficile de dire que j'ai bien réussi. Donc, je pense que je pourrais plus répondre confortablement à cette question plus tard. Maintenant, de ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris, j'en suis satisfait. Tu es fier de toi? Je suis satisfait vraiment de ce qui a été fait. Maintenant, oui, fier, je le dirais à 85 ans. Mais je pense qu'il y a encore, j'espère faire encore beaucoup de choses, rencontrer encore beaucoup de personnes, beaucoup de projets à porter. Mais ce qui a été fait, c'est déjà pas mal. Parce que j'aurais pu aller plus vite, parce que c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps au départ, parce que j'ai voulu tout faire moi-même, j'ai des difficultés à déléguer au départ. J'ai pas voulu prendre le risque d'embaucher, parce que je trouvais que c'était un salaire, c'était trop cher avec les charges associées. Donc, je voulais pas alourdir financièrement les entreprises. Donc, je faisais tout. Mais ça m'a fait perdre. Ça m'a fait apprendre plein de choses. Mais en termes de développement d'entreprise, ou même financier, j'aurais pu, je pense, faire plus vite. Maintenant, c'est déjà pas mal. Et en tout cas, ce qui est bien, et c'est là dont je suis satisfait, c'est que les clients aiment nos produits. On a d'excellents retours sur Internet. Par exemple, Tradibalade, on a la meilleure activité touristique de la région. Ça a été élu par... Oui, TripAdvisor, on est numéro 1. Ah, Google, on a excellente note.
Les restaurants sont bien notés. Alors bien sûr, il y a toujours parfois des mauvaises notes, mais il fait tellement de monde. Et puis les restaurants, tu peux être très bon tu fais 120 couverts, tu peux être très bon sur 119 couverts. Il n'y a personne qui va mettre un avis. Et le serveur, sans faire exprès, il a fait tomber un cheveu dans l'assiette en me donnant le plat et on se tape un mauvais avis. Mais bon, c'est comme ça, c'est à nous de faire en sorte que ça n'arrive pas. L'humain ne retient que le négatif. Ouais, c'est un peu c'est un peu le. J'aime pas parler des choses négatives, mais dans le métier, je me suis rendu compte que c'est que l'humain, pas toujours gentil, et malheureusement. Et puis, il y a un côté assez néfaste, parfois. Mais à l'inverse, il y a tellement de gens incroyables, tellement de moments incroyables que j'ai vécu à travers tout ça, que tout le côté négatif, on oublie assez rapidement, et puis on n'y pense plus, et qu'on pense à tout ce qui est bien. Mais c'est vrai que parfois, sous la douche, on prend quelqu'un qui nous a pris la tête pour rien, parfois, mais vraiment pour rien. Et les gens se font des torts, ils se développent leur propre maladie parfois pour rien, ça sert à rien. C'est déjà oublié, limite. Et ils se créent des problèmes, en fait. Mais ça, il faut essayer de vite basculer et de passer à autre chose. C'est très important. Mais c'est sûr que non, tout est très bien. Ouais. Et bon, je sais que ça peut être un peu tabou de parler d'argent en France, mais est-ce qu'avec tes 9 activités cumulées, vous avez par exemple franchi le cap du million d'euros, par exemple, de chiffre d'affaires? Ah oui, bien sûr. Oui, en chiffre d'affaires, on fait rien que le Café Picoque qui faisait 1,3 million hors taxe. Ah, rien que le Café Picoque? Ouais. Ok. Donc, nous, l'ensemble des structures, ça fait plusieurs millions d'euros. Donc, on doit être à 6 ou 7. Et puis là, on prend un établissement, on prévoit de faire 2,5 millions, 3 millions, l'établissement. Ah, vous arrivez à faire des calculs prévisionnels Ouais, quand c'est le même secteur d'activité, on regarde un peu le panier moyen, le nombre de personnes qu'on peut faire, les capacités. Et de toute façon, on est obligé vis-à-vis de la banque, on doit monter un dossier. Et là, on a quand même fait un prêt bancaire qui est assez lourd. Maintenant, on a réussi à emprunter auprès des banques, mais avant, c'était compliqué. Maintenant, il y a quand même... c'est plus solide, en fait, l'ensemble du groupe est beaucoup plus solide, donc c'est plus facile. Ils ont surtout des cautions, ils peuvent récupérer des cautions personnelles ou des cautions. Non, on fait plusieurs millions. Après, c'est du chiffre d'affaires, c'est de l'argent de l'entreprise. C'est pas ce qu'on, en France, pour récupérer après, pas toujours évident. Et tant mieux, parce que ça fait participer aussi après tout un écosystème. Non, après, oui, je dirige 9 entreprises, je suis plutôt bien plus confortable que tout au début, c'est sûr. Et j'ai beaucoup réinvesti parce que, en fait, j'ai créé il y a 14 ans, 2010, Tradibaled, et avant, j'avais monté une boîte qui n'avait pas fonctionné, j'étais serveur, je n'ai jamais pris un salaire de cette entreprise. Et en 14 ans, quand même, j'ai créé plusieurs structures. Donc, à chaque fois, il faut mettre un peu de capital. Donc, j'ai beaucoup, à chaque fois, investi. J'ai fait ce qu'on appelle l'actif. Ouais, c'est exactement. Et voilà, et après, par contre, là où il y a une fierté, c'est de voir l'entreprise fonctionner d'elle-même, être indépendante d'elle-même. Quand je vois qu'un établissement, sans être là, sans travailler, dans l'opérationnel, se porte bien, que les clients sont contents parce que les équipes font bien leur travail, les clients sont bien reçus, là, c'est la plus grosse satisfaction. Les bons retours sur Internet, c'est la plus grosse satisfaction. Ouais. Moi, je me lève le matin, si je vois mes mails Google ou TripAdvisor avec les bonnes notes, ou Get Your Guide, les autres apporteurs d'affaires, la satisfaction est là. Ou même un salarié qui provoque un rendez-vous et qui me dit, écoute Thomas, je me sens super bien dans l'entreprise, est-ce que tu as d'autres missions pour moi? Je souhaite vraiment m'investir, m'impliquer et me développer professionnellement dans ce groupe. Ça m'est déjà arrivé, et franchement, d'une idée qu'on a eue à développer même parfois une famille. Des personnes que j'ai embauchées, c'était leur premier boulot après être étudiant. Et depuis, ils ont acheté une maison, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. La maison, ils l'ont achetée avec le prêt qu'ils ont pu soulever par leur CDI. Donc, c'est quand même agréable, ça, je trouve. Non, au final, tu te réjouis en fait en sachant que tu as apporté de la joie, du bonheur dans la vie des gens. C'est un peu ça, si tu devrais dire ta mission de vie, en quelque sorte. Alors, je dis pas que j'ai apporté, parce que je pense que c'est eux-mêmes qui se l'ont apporté, c'est eux-mêmes qui ont été rigoureux, qui ont été malins
de saisir l'opportunité, de travailler dans le quotidien et de bien travailler, d'être compétent et puis de s'investir. En revanche, j'y ai participé parce que ça vient d'un projet que j'ai eu, d'un travail que j'ai apporté, mais le travail, j'ai qui le font. Moi, je dis toujours en rendez-vous, je dis toujours la même chose. Je fais comme vous un peu au départ, c'est-à-dire je parle un peu de tout et de rien au début d'un rendez-vous. Ça amène le contexte, ce que vous avez fait, et je trouve que c'est une très bonne technique. Et après, dans le vif du sujet, je dis toujours la même chose. Je dis, écoutez, là, c'est un rendez-vous entre deux adultes. Moi, je propose un poste avec des missions. Et mon boulot au cours de l'entretien, c'est de voir si votre profil y correspond à ce poste. Vous, de votre côté, vous me connaissez très bien, mais moi, je vous connais parce que, vous connaissez. Et avec cette présentation, vous voyez si ce poste, ces missions, ça correspond à ce que vous recherchez. Donc, c'est à vous. En fait, quelque part, on se sélectionne. Sélectionnez l'entreprise qui vous correspond bien par rapport à vos valeurs, par rapport aux missions qu'on apporte, par rapport à la rémunération, par rapport à ce que vous pouvez y apprendre, par rapport à l'énergie que vous souhaitez donner. Et moi, de mon côté, par rapport au poste qu'il y a pour voir, je vais voir si votre profil y correspond. Et d'ailleurs, à l'issue de l'entretien, je dis souvent, je vais vous rappeler, soit pour vous dire que ça continue le processus, ou soit pour vous dire que c'est un autre profil qu'on a sélectionné. Ça ne veut pas dire que votre profil n'est pas bon, ça veut dire juste qu'on a trouvé qu'un autre profil correspond mieux au poste. Après, on se rend compte si on a eu tort ou raison, et parfois on a mal fait, et c'est tout aussi. Où est-ce que tu te vois d'ici 10 ans? Est-ce que tu te vois peut-être avec 18 activités, 20 activités, ou tu te vois peut-être avec les mêmes, mais en les ayant renforcées? J'espère avoir renforcé chacune des activités, qu'elles continuent d'être, qu'elles soient pérennes, qu'elles continuent d'être stables, qu'elles se développent. Je pense qu'une entreprise doit se développer tous les ans, doit faire un peu plus, c'est ce que je dis aux équipes, un peu plus de chiffre d'affaires que l'année précédente. Surtout dans les créations, il faut faire dès la première année plus 20%, deuxième année plus, troisième année plus 15%, et après c'est de tenir le rythme. Mais une entreprise qui ne se développe pas, c'est quelque part un peu une entreprise qui meurt petit à petit, je trouve. Donc c'est pas bon, il faut essayer de faire plus, un challenge, essayer de faire plus que l'année précédente, c'est essayer de se surpasser. Et c'est pas que augmenter les prix ou changer un truc, non, c'est pas ça, ou juste presser les citrons des personnes qui travaillent. C'est de réfléchir de comment faire pour que ça se développe. C'est pas facile. Il faut juste réfléchir. On se met autour d'une table. Est-ce qu'il faut animer davantage? Est-ce qu'il faut faire plus d'événements? Est-ce qu'on doit augmenter les prix? Est-ce qu'on doit proposer d'autres services? Est-ce qu'on doit démarcher plus? Enfin, c'est plein de petits trucs qui vont faire. Si on se concerne profondément sur le sujet, ça va faire que ça va fonctionner. Donc, j'espère que les entreprises seront pérennes dans le temps. Pérennes. Et après... bien sûr, je suis ouvert à d'autres opportunités et j'aimerais bien développer Coco Family peut-être dans plusieurs villes. International peut-être? International, dans 10 ans, je ne sais pas, mais je sais pas. J'espère. Et en tout cas, on va voir, on va tout faire pour bien développer les affaires. 18, je ne sais pas, hein, mais après, c'est surtout les plus difficiles sur le départ parce qu'on n'est pas très crédible, on n'a pas l'expérience, on n'a pas l'argent. Et après, c'est un peu plus facile. Je vois comment on a été reçu par le banquier récemment pour la grande affaire Grand Place. Je me souviens comment j'étais reçu par le banquier avant, c'était pas pareil. Donc non, j'espère plus. Mais surtout pour l'idée de construire quelque chose, j'aime bien, je trouve ça super. Et de voir après les entreprises qui tournent toutes seules, les personnes qui s'épanouissent dans leur travail, je trouve ça tellement plaisant. Bon, cette interview, ce podcast touche presque à sa fin. Aurais-tu un dernier message, un dernier mot pour nos auditeurs, en sachant que on a essentiellement des jeunes intéressés par l'entrepreneuriat. Donc dis-toi que tu as le Thomas il y a 20 ans qui te regarde. Est-ce que tu auras un dernier mot pour ces gens-là, pour les encourager dans leur quête quotidienne? C'est exactement ça, je les encourage d'entreprendre s'ils ont vraiment cette envie. Ce qui est important, je pense, c'est de réussir à connaître ses motivations profondes. Parce que l'argent ou un travail, c'est pas vraiment une motivation, en fait, c'est pas une valeur en soi. Tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin de travailler. Mais connaître ses motivations profondes, qu'est-ce qu'on souhaite faire vraiment. Moi, pour le coup, j'aime bien construire quelque chose. J'aime bien monter une équipe, voir après qu'elle devienne indépendante, monter un projet qui est stable financièrement, j'adore ça. Prendre un local qui a strictement rien à voir et en faire un autre local, j'aime beaucoup ça, voir des clients satisfaits, c'est ma motivation, j'aime bien. Donc chaque personne doit
faire son introspection, parce que on n'est pas obligé d'être entrepreneur non plus. Je sais que c'est un peu à la mode, mais on peut être très bien heureux en étant salarié, faire de l'entrepreneuriat, pourquoi pas, ou être responsable dans une branche ou d'un produit, par exemple. Mais c'est surtout bien se connaître, essayer de connaître ses motivations profondes, et après, il faut y aller. Si on sait que c'est ça qu'on veut faire, parce qu'il n'y a que ça qui peut motiver au quotidien, et qui nous permet de faire face aux difficultés, et puis de pouvoir saisir les opportunités. Donc, c'est bien se connaître, et puis après y aller. Et encore une fois, je pense que le plus important, c'est l'inspiration. Tout le monde me dit, ouais, moi, je ne peux pas me lancer, j'ai pas d'idée. Ouais, c'est sûr que si tu n'as pas d'idée, mais parfois, c'est pas forcément une idée originale. Ça peut être quelque chose qui existe, fait différemment, ou juste avec son sérieux. Je pense que le gars qui veut se lancer dans l'électricité aujourd'hui, franchement, il y a de quoi faire pour être électricien sérieux. Et le gars qui veut être plombier, il y a de quoi faire pour être plombier sérieux, et d'avoir des entreprises et de bien développer, avoir 3-4 locaux avec des gars qui travaillent, il y a de quoi faire. Mais il n'y a pas besoin de faire des choses trop compliquées ou trop originales, trop insolites. Il n'y a pas besoin de faire ça. En revanche, si on a une idée, on est inspiré par l'idée, on se dit qu'il y a de quoi, il faut se lancer. Et soit on monte un beau projet et on essaie d'avoir des fonds, ou soit on le fait à tâtonnement, comme j'ai fait, avec des petits moyens. Et puis après, avec de la rigueur. Et bien sûr, il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté. Parce que après la première, il y aura la deuxième. Et après la deuxième, il y aura la troisième. Et puis, il y aura toutes les suivantes. Et puis, il faut limite les accueillir avec ce que je dis depuis tout à l'heure, avec cet état d'esprit de challenge et de se dire il faut faire face. Ça marche. Merci beaucoup, Thomas, pour ta dispo. Parfait. Du coup, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ouais. Très bien, les amis. Comme vous avez pu le voir, ce podcast, il était énorme au niveau de la valeur. J'espère que vous pourrez prendre toute cette valeur et l'utiliser à bon escient. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite donc à vous abonner, liker la vidéo et surtout la partager. Cette valeur-là, ne la gardez pas que pour vous, ça se fait pas. Sur ce, les amis, je vous dis ciao, à la prochaine.